Qu'est-ce que tu as dit? Que je devrais changer de vie. Non, tu n'as pas dit ça. Tu as dit je devrais changer de jeu. Oui, c'est une façon de parler. J'aurais pu aussi dire changer de film. Oui, tu aurais pu dire changer de film, mais tu as dit changer de jeu. Pourquoi tu as choisi ce mot-là? Ça, je sais pas. Écoute-moi bien, Maria. Toi et moi, nous n'existons pas. Et rien de ce qui nous entoure n'existe. L'oncle Nicolas, la pizza, le vin, la maison. Ce ne sont que des illusions. Tous les deux, nous sommes les personnages d'un jeu. Bienvenue dans Bizarroïde, le podcast des séances d'après minuit. Dans cet épisode, nous allons rendre hommage au Bistrot, anciennement Bistrot de l'horreur, qui après 15 ans de bons et loyaux services sur la plateforme Filmo, s'apprête à fermer définitivement ses portes. Levons donc nos verres en souvenir des productions de Roger Corman et de Charles Band, des obsessions de Jess Franco et de Jean Rollin, du cinéma Grindhouse, du bis italien et de toutes ces programmations éclectiques sans lesquelles Bizarroïde n'aurait peut-être jamais existé. Quand les tabourets seront rangés, quand l'ardoise du menu sera effacée, le bistrot laissera clairement un vide dans un monde où les rendez-vous cinéphiles de cette qualité technique et éditoriale se font de plus en plus rares. C'est pourquoi j'ai décidé d'offrir une dernière tournée générale à Erwan Chaffio, Mélanie Boissonneau et Christophe Lemaire, trois piliers de ce comptoir de la cinéphilie bizarroïde. Ogoza Mastar pouvait aller se faire foutre. Inutile de le nier. Je m'étais perdu. Maintenant je glisse. Les données de chargement du programme défilaient rapidement à la périphérie de mon champ visuel. Je suis ici, assis dans cette chambre d'hôtel, et j'attends. Le virus indien n'a pas encore été inoculé. Et quoi que je sache que tout ça pourrait bien me tuer, je me sens tranquille. Du reste, nous sommes encore sur la piste. Nous n'avons pas encore commencé à voler. Chambre numéro 717 de l'hôtel Chelsea. Demain, c'est la veille de Noël. J'ai vraiment de la peine à croire que tout ça n'a commencé seulement il y a 2 jours. Bonsoir Erwan. Salut. On va aborder tes films dans l'ordre chronologique, donc on va commencer par le plus vieux des 3 films que tu as choisi, qui est Nirvana, un film de Gabriele Salvatores, sorti en 1997, avec en tête d'affiche notre gloire nationale, notre fierté française, Christophe Lambert. Ah ouais. Un film vraiment atypique, parce que c'est un film italien, et c'est un film assez atypique dans la production italienne de l'époque, dans les années 90, puisqu'on est après, on va dire, la chute du cinéma de genre italien. Il y a encore quelques films un peu prototypes, un petit peu atypiques qui sortent ça et là, mais vraiment peu de science-fiction, puisque là, on va le voir, c'est un film de science-fiction, c'est un film cyberpunk même, clairement. Et c'est d'autant plus étonnant d'ailleurs que c'est un film réalisé par un réalisateur qui s'est davantage fait connaître par ses comédies dramatiques. Il a remporté l'Oscar du meilleur film étranger en 1992 avec Méditerranéo, qui était davantage, donc, on va dire, une comédie dramatique dans le contexte de la Seconde Guerre mondiale. Alors, est-ce que tu arriverais à nous faire un pitch de Nirvana? Ouais, tout à fait. Nirvana, c'est l'histoire du plus grand créateur de jeux vidéo de la planète Terre. Donc, on est dans l'avenir, mais on n'est pas dans un avenir trop lointain non plus. Non. Et donc, qui est incarné par Christophe Lambert. Et il s'apprête à sortir son nouveau jeu. Donc, c'est un événement mondial. Ce jeu s'appelle Nirvana. Et ce jeu nous promet, en fait, de commander un héros dans une espèce de monde ouvert. C'est un jeu vidéo monde ouvert. Le problème, c'est qu'il s'aperçoit juste avant de sortir son jeu que son héros acquiert une conscience, en fait. C'est le héros virtuel qui, tout d'un coup, s'éveille et il arrive à le convaincre de l'effacer parce que ce personnage se rend compte qu'il est prisonnier il est dans une prison, dans un jeu vidéo et il va demander à son créateur de l'effacer, de le libérer, en fait. Et Christophe Lambert va accepter de le faire. Alors, il va accepter de le faire parce que aussi il est un peu en détresse, Christophe Lambert. Ce créateur, il a perdu sa femme, donc il a une espèce de sensibilité en fait vis-à-vis de la mort. Et donc il va combattre en fait les corporations, parce que c'est cyberpunk, pour libérer sa propre création, puisque sa création ne lui appartient plus, parce que voilà, il a vendu son projet et il va se faire aider par des hackers. Voilà, donc c'est vraiment tous les ingrédients du cyberpunk
il y a le hacking, on va dire la Fall Underground, les villes tentaculaires, le héros maudit, les corporations, il y a tous les codes du cyberpunk. Alors à l'époque, en 97, c'est vrai que c'était un ovni parce que, bon, c'est vrai que le cinéma italien, il était déjà, enfin, le cinéma d'exploitation italien, faut préciser, il était déjà mort depuis une dizaine d'années, on va dire grosso Ouais. modo. Bon, voilà, il y avait eu De la More et de la Morte, je crois en Voilà. 93 ou 94, qui avait fait un espèce de sursaut, quoi. Mais bon, voilà, c'était un ovni et surtout que c'est vrai que c'était fait par un mec qui avait fait des films qui n'avaient rien à voir, notamment effectivement Méditerranéo, qui est un film extraordinaire sur une bande de soldats italiens qui doivent garder une île paumée en Méditerranée contre la progression des Alliés. Et puis en fait, ils jouent au foot et ils en ont rien à foutre. Enfin, c'est un super film. Et donc, c'est très surprenant. Alors, moi, j'ai jamais rencontré Gabriele Salvatore, mais j'aurais beaucoup aimé lui demander pourquoi il voulait faire Nirvana. Enfin, parce que c'est son script, hein, donc il a dû être sensibilisé à ça quelque part. Il y a une chose qui est quand même très importante à dire, c'est que le film est sorti 2 ans avant Matrix. Mm. C'est pas une imitation de Matrix version Ouais. européenne. Le film traite, je dirais, 80% des sujets de Nirvana sont dans Matrix. C'est ça qui est vraiment, je trouve, extraordinaire dans ce film, quoi. Ça va avec tous ces films du fin de siècle, en fait. On est en 97, on commence à voir ces films qui, à la fois, donnent un point de vue sur le 20e siècle et se projettent sur le 21e Ouais. siècle, comme Strange Fight Club. Days, par exemple, de Strange Catherine Days, Fight Bigelow. Club, On a eu Matrix, Johnny Mnemonic aussi voilà. dans le cyberpunk. Exactement, Voilà, juste avant. alors je sais plus s'il est sorti avant ou après, je crois qu'il est sorti un peu avant Nirvana, il doit être de Il a dû sortir 94, avant. Johnny Mnemonic, mais Ouais. là qui était vraiment une adaptation officielle de William Gibson, il me semble, hein. Ouais. Qui était, oui, le pré-Matrix, où il y avait Keanu Reeves déjà dedans et qui était assez raté. Mais Nirvana, ça c'est réussi, parce qu'il y a aussi toute la sensibilité européenne dedans. Alors, il n'y a pas les scènes d'action de Matrix. Voilà. Il y a des scènes d'action, hein, c'est pas un film, c'est un film plutôt, oui, au niveau du rythme, c'est un film d'exploitation, hein, c'est un Ouais. mystère. Moi, j'ai vu ce film-là, alors pas en 97, j'ai dû le voir un petit peu après, et je pense que Ouais, je l'ai vu après Matrix, donc il a forcément ouais, souffert de la comparaison avec Matrix. Je pense que moi et mon grand frère, qui a un an de plus, on était très intéressés par le cyberpunk à l'époque, même hmm, si on mettait pas forcément un nom dessus, même si on n'avait pas lu William Gibson, qui est un peu le pape du cyberpunk en littérature, hmm, comment ça s'appelle, le Neuromancien, c'est ça, le roman qui a vraiment, comment dire, posé les bases du cyberpunk autour, comme tu dis, du hacking. Voilà, ouais, le cyberpunk autour des grandes corporations informatiques, ouais, les réseaux qui préfigurent déjà Internet, alors qu'on est bien avant Internet quand William Gibson ouais, conçoit tout cet c'est univers-là. un genre sur les réseaux, hein, de Voilà, manière générale, hein. exactement. Sur le réseau, sur le dématérialisé, sur Hmm, toutes ces questions-là. Donc c'était très intéressant à l'époque et je pense qu'avec mon frère, on a regardé pas mal de productions qu'on trouvait. Il y avait pas énormément de il y en avait films pas et on beaucoup, hein. essayait, voilà, on Hmm, essayait de trouver ça. Et je pense qu'on l'a vu donc après Matrix. hmm, Et moi, j'avais le souvenir d'un film très attachant. J'avais le souvenir d'un film qui m'avait pas mal plu à l'époque. Donc j'étais adolescent. Je pense que j'étais peut-être pas encore prêt à apprécier tout ce qu'il y a dans le film, mais je me souvenais quand même d'un film un peu, si tu veux, un peu brouillon, un peu inabouti, tu vois, hmm. un peu une production comme ça, bancale, faite avec les moyens du bord pour essayer de rendre un univers crédible à l'écran. Mais en le revoyant là, je suis assez surpris, puisque tu parlais de rythme, je suis assez surpris par le rythme du film. Je trouve que le film est vraiment efficace et vraiment tenu. Il n'y a pas de grandes scènes d'action spectaculaires comme dans Matrix. Faut voir aussi à quoi on le compare, quoi, hein. C'était Matrix, Oui, c'était absolument bluffant en termes de technique à l'époque, avec le bullet oui, ah time, bah, avec tout c'est, ça, voilà, bien sûr. Mais en tout cas, moi je trouve qu'il y a un vrai rythme, il y a un vrai intérêt pour cette aventure, en fait, hein. Vraiment, on a des ouais, c'est ça, c'est personnages. un film d'aventure. Voilà, c'est pas un film parfait, mais déjà, je trouve ça très courageux de le faire à cette Ah oui, époque. ça c'est sûr. Deuxièmement, alors, c'est pas un petit budget non plus. Pour un budget européen, c'est assez petit, évidemment, si tu compares à Matrix, etc. Mais pour le cinéma italien, c'était un assez gros budget. Mm. D'ailleurs, c'est ça le problème, c'est que le film a floppé et le réalisateur, ça a un peu détruit sa carrière parce qu'il y avait quand même de l'argent en jeu, tu vois. C'était une grosse coprode entre la France et l'Italie. Ce que je trouve très réussi dans le film, c'est il a réussi à créer une ambiance. Alors, à l'époque, c'était Blade Runner, la grosse référence. Enfin, Bien c'est sûr, ouais. toujours une référence d'ailleurs, mais bon, il y a Ouais. quelques films qui sont passés par là dans cet univers. Mais à l'époque, il n'y avait qu'une seule référence, c'était Blade Runner. Et donc, je trouve qu'il y a des scènes de rue, d'ambiance, qui font pas honte quand on compare à Blade Runner. Il n'y a pas les grands plans avec les maquettes, voilà, avec les voitures volantes, mais en tout cas, tout ce qui se passe au niveau du trottoir, je trouve qu'il a réussi à créer une vraie ambiance futuriste. Il y a aussi tout l'aspect, tout le film parallèle qui se passe dans le jeu vidéo.
qui est très intéressant aussi, qui se faisait pas trop à l'époque, quoi. Donc c'était assez novateur. Et moi, ce que j'adore dans ce film, c'est le bouillon de culture. Ouais, Il y a vraiment, là, je trouve que c'est vraiment une grande réussite pour ça, c'est ouais, je que suis d'accord. il a réussi à mélanger tout un tas de cultures. Alors on a des hindous, des musulmans, des Européens, tout ça se mélange dans une espèce de melting pot futuriste où il rajoute des bouts de machin futuristes sur des trucs traditionnels, sur des costumes traditionnels. Et je trouve que ça fonctionne super bien. Notamment, à un moment donné, ils vont, alors je sais plus comment s'appelle ce lieu, mais c'est un lieu souterrain. Ils prennent un ascenseur. Ils se retrouvent dans une espèce de d'Inde bis, mais sous la terre, avec des gens qui prient, des Bouddhas, des statues de Bouddha, etc. Et c'est vraiment une scène géniale. Et il y a une super musique. La BO du film, je trouve, est mortelle. Donc voilà, c'est un film qui a plein de qualités, qui est novateur sur plein de choses. Et la dernière chose, moi, que je trouve formidable dans le film, c'est la vision de l'informatique. Il n'a pas voulu faire ce qu'aurait été la facilité, ce qu'aurait fait certainement beaucoup d'Américains, des espèces de trucs en synthèse avec des circuits. Il a abordé l'informatique de manière très imagée, très poétique. Ça, c'est ça la touche européenne, je trouve, du film. Notamment toute la dernière partie où il rentre dans son logiciel pour essayer d'effacer son personnage, où il est physiquement dans une espèce de vieux building abandonné et il ouvre les portes qui sont les fichiers, en fait. Et il efface des fichiers juste en effaçant sur un vieux tableau d'école. Je trouve que c'est un choix absolument artistique, absolument formidable, quoi. Je suis d'accord avec toi, ça pourrait sur le papier paraître une poésie un petit peu naïve, mais le décalage que ça crée justement avec ce que tu peux attendre d'une complexité Mm, du sujet autour de l'informatique, ce décalage-là entre comme tu dis, un tableau, une ligne qu'on efface sur un tableau mm, et ce qu'on attend d'un monde hyper complexe, mm. et puis qui est très abstrait aussi. C'est Ouais, compliqué aussi de représenter des lignes de code bah, à c'est ça. l'écran, hein. Et lui, il C'est a vrai que c'est très réussi. casse-gueule, quoi. Et le gros avantage, c'est que ça ne vieillira pas. Ça crée un décalage qui fonctionne encore aujourd'hui parce que Ouais, voilà, c'est ça un vieillit truc pas. Mm. symbolique, symboliste et ça crée vraiment une surprise. Moi, j'aime beaucoup la scène où tu sais, il traverse une pièce et on comprend que c'est son père, que Ouais, la machine essaie de le tromper ouais, c'est en ça. Il y faisant a une des espèce virus, de voilà, un peu comme dans voilà. Tron, tu vois. Exactement. Ouais, ouais, Et ouais. qui représente son père, il est dans une espèce de pièce comme ça, bleu, Pour jaune. détourner son attention, quoi. Exactement. Mm. Et t'as vraiment une direction artistique. Là, on n'est plus du tout dans le cyberpunk qu'on a depuis le début du film. On est Non, dans une ambiance très différente, des ouais. couleurs qui sont aussi très années 90 dans le look. Mm, Mais là, mm, mm. on a l'impression qu'on est dans un clip de pop ou Oui, tu vois, c'est dans un vrai. truc. Ça fait très C'est clip pop, ouais. Ça fait un petit côté la série Le Prisonnier aussi. Tu vois, je pense exactement. qu'il avait, à mon avis, Gabriele Salvatore, c'est une série de son époque, donc il a dû la voir. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que ça crée un décalage entre le reste de l'univers, voilà, qui est cet univers, comme tu dis, qui part du modèle qui est Blade Runner, Ouais, mais qui réussit, comme tu dis, moi je trouve l'aspect multiculturel aussi est très réussi. On passe d'une chanson de Cesaria Evora, par ouais, exemple, à, comment on dit, un défilé du Nouvel An chinois, tu sais, à ouais, ouais, l'intérieur ouais, du jeu, avec le ouais. personnage qui est à l'intérieur du jeu. Donc, t'as une chanson de Cesaria Evora en portugais qui Mm, enchaîne sur cet univers-là. On a aussi le quartier, le fait que le quartier dans lequel il se rend, le premier lieu dans lequel il se rend, parce que c'est un peu construit la vie de le monde réel de Jimmy, du ouais. protagoniste que joue Christophe Lambert. En fait, lui-même se comporte un peu comme un personnage de jeu vidéo. Oui, tout à fait. Il va de tableau en tableau, tu vois, C'est ça, c'est vrai, les différents quartiers de la ville sont c'est vrai, presque des tableaux différents avec à chaque fois une espèce de truc à débloquer, un objet à aller c'est chercher vrai. pour avancer dans ce qui ressemble d'ailleurs un peu à un film de braquage aussi. Il y a un côté Oui, heist movie parce qu'il bah oui, doit monter une équipe, il doit c'est ça. s'introduire dans le réseau et tout. Ses copains hackers qui sont très cool d'ailleurs, hein. Les personnages secondaires, il y en a, Ils sont alors, très, il y en ouais, a plusieurs qui les aident, mais il y a deux principaux. Il y a un mec avec des des yeux espèces de ouais, caméra, des ouais. caméras à la place des yeux et une nana avec les cheveux bleus, très émo, tu vois, c'était émo avant l'heure. Ouais. Entre le punk et l'émo. Ouais, non, mais je trouve il y a plein de trucs qui n'ont pas vieilli. Je trouve que c'est novateur, je trouve que c'est fait avec goût, Ouais, ouais. avec les moyens limités, avec certains défauts, mais Donc voilà, c'est intéressant ce qu'il arrive à faire, à trouver quand même son identité à l'intérieur du cahier des charges qu'il s'est fixé, voilà, avec ce quartier qui s'appelle Marrakech, tu vois, c'est le Little Marrakech ou quelque chose ouais, comme ça, par ouais, exemple. ouais, ouais. Le premier quartier dans lequel il va, on pourrait s'attendre à quelque chose de très japonisant, tu vois, les Hum, néons, les robots, enfin, ou les êtres à moitié robots. Et puis on
enchaîne sur Marrakech, on enchaîne dans un monde un peu, comme tu dis, hindouiste, bouddhiste. Donc il y a vraiment une surprise à ce côté-là, une surprise dans la bande originale. Les influences qu'il va mettre dans le film, qu'il va faire sans trop choquer dans le film, pour donner ce côté melting pot, comme tu dis, pour se donner ce côté presque un effet de trop plein en fait. C'est presque Ouais, c'est un foutoir. c'est un foutoir pas possible, le monde Alors dans ça lequel vient de il est. Blade Runner, hein. Blade Bien Runner l'avait sûr, déjà fait. Enfin, on peut même dire que c'est Moebius qui l'avait déjà fait avant Blade Runner. bien sûr. Mais bon, on peut revenir loin. Mais voilà. Mais en tout cas, il le fait bien, même si c'est référencé, on va dire. Et puis je trouve que le parallèle entre le personnage, entre les deux quêtes existentielles à la fois du personnage de jeu vidéo et son créateur Ouais. fonctionne bien. Tu vois la Oui. façon dont un personnage qui veut se faire effacer, qui trouve que sa vie n'a pas de sens dans ce jeu vidéo, et son créateur qui lui-même est dans une crise existentielle, dans quelque chose d'un petit peu morbide suite à la mort de sa femme. Je trouve que la résonance entre les deux personnages fonctionne bien. Il y a une émotion qui porte le film, qui apporte aussi un côté mélancolique, presque, Ah oui, parfois oui. romantique même, Ouais, ouais, dans ouais, le ouais. film, qui est aussi porté par Christophe Lambert. Je pense que Christophe Lambert aimait beaucoup ces personnages. C'est Highlander, ça Oui, a commencé avec Highlander. Ces ouais, ouais, personnages c'est dans vrai. un Ouais. cinéma de genre très mélancolique, avec cet amour perdu, avec ce regard un peu triste et tout. Mais là, il le fait bien, hein. Il est pas du tout ridicule par rapport à d'autres séries B dans lesquelles il a s'il Ben, commençait c'est à ça. tomber à l'époque. Là, je trouve Mm. il est assez émouvant, Mais comme Christophe Lambert. quoi, Christophe Lambert, quand il est bien employé, il est bien. Ouais. Voilà. C'est dommage que il ait fait des choix un peu hasardeux dans sa carrière, mais en tout cas, il a fait quelques réussites et Nirvana en fait partie clairement, quoi. Ouais. Et pour terminer sur Nirvana, il y a aussi quelque chose d'intéressant dans le film, c'est que c'est un réalisateur qui a officié dans de la comédie dramatique. Mm. Et il y a ça aussi dans le film, c'est quand je te disais que j'ai été surpris par le fait que c'est un film beaucoup plus riche que dans mon souvenir et beaucoup plus construit que dans mon souvenir. T'as aussi plein de tons différents dans le film Ouais, et t'as aussi de la comédie dans ce que vit le personnage du jeu vidéo. Il y a vraiment ouais. quelque chose d'ironique. C'est vraiment étonnant à plus d'un titre, ce Nirvana. Bah ouais, et puis c'est un film qui est, voilà, qui est profondément italien. C'est ça qui est agréable. Ouais, ouais, il y a de la vie dedans. Il y a un côté un peu foutraque, hein, Ouais, et très vivant et voilà, c'est ça. et indiscipliné parfois, et Qui c'est n'a très pas réussi à sympathique. faire Denis Villeneuve dans la suite de Blade Runner, justement, Ah, qui c'est lui est un complètement Canadien et qui a fait un film très froid, ouais. un film très Ikea, hein. You'd never butcher a whale by accident. It's not your style. What can I do? Well, you can stop looking at me as if I'm the crazy one. Well, I must say I'm amazed that she swam up here against the wind and the tide. She didn't swim. Her mate pushed her. He what? Didn't you anchor your boat in here last night? I did, just out there. He followed you. He what? He followed you. Bonsoir Mélanie. Bonsoir. Tu as choisi de venir parler de Orca, un film de Michael Anderson sorti en salle en 1977. Intéressant, c'est une coproduction italo-britannique, hein, initiée par Dino De Laurentiis, qui à l'époque était déjà un grand mogul du cinéma italien, européen et même mondial, hein. Il commençait même déjà à travailler aux États-Unis et à Hollywood. Je crois que l'année précédente, il a produit King Kong de John Guillermin, et quelques années plus tard, on va avoir L'Ouragan, on va avoir Flash Gordon. Donc là, on est en 1977. Est-ce que tu peux nous faire un pitch de Orca? Oui, alors un pitch de Orca, en gros, c'est l'histoire d'une famille d'orques qui est traumatisée par un pêcheur qui en fait tue la maman et par la même occasion le bébé qu'elle portait. Et donc le papa orque est très en colère et va donc chasser le pêcheur. Pour résumer la situation. Ouais, ouais, très bien résumé. C'est un film d'attaque animale, comme on disait à l'époque, hein. On est Ouais. 2 ans après, bien évidemment, la pierre angulaire du genre qui est Les Dents de la Mer de Steven Spielberg. On a eu, dans la foulée, on a eu Grizzly de William Girdler. On a eu Le Bison Blanc. Là, on n'était pas sur l'eau, on était dans la forêt, on était sur Terre. On a les petits piranhas aussi Ouais, on va qui avoir arrivent. Piranha, bien sûr, de Joe Dante. On a eu aussi, vous l'avez traité dans le bistrot, un film assez marrant qui était Tentacule. Et donc voilà, Dino De Laurentiis
se dit qu'il faut produire un film autour d'un autre grand mammifère marin qui est l'orque. Alors, ça part du canevas des Dents de la Mer avec l'attaque de l'animal qui se rapproche des terres et qui menace un petit port de pêche, et puis finalement le personnage principal de pêcheur qui monte une équipe et qui va devoir retourner en mer pour affronter sa némésis. Mais si on a le même canevas de base pour construire le spectacle du film, le divertissement du film, les thématiques, ça se rapproche davantage de Moby Dick en fait. Ce que tu disais sur la vengeance, en fait, c'est une sorte de Moby Dick inversé, hein. C'est non pas un homme qui cherche à se venger d'une baleine, mais une baleine, en tout cas un animal marin, qui cherche à se venger d'un homme. Bah oui, non, mais c'est ça que j'adore dans le film, c'est que finalement c'est une sorte d'anti dans de la mer pratiquement. Même si l'histoire a l'air d'être un peu identique, en fait on inverse complètement les points de vue et on inverse complètement l'empathie ou l'identification possible avec les personnages, parce que autant dans Les Dents de la Mer, il n'y a pas trop d'ambiguïté sur le fait que le requin est considéré comme le méchant, même s'il y a des plus ou moins agréables dans les humains évidemment. On ne sait pas pourquoi le requin, comme tous les super bons méchants de slasher et compagnie, il est juste méchant, quoi. Il attaque des gens. Enfin, il n'y a pas trop de raison pour qu'il fasse ça, à part sa nature profonde de requin, quoi. Alors que là, très clairement, il y a une très forte anthropomorphisation aussi de l'orque. Après, on sait aujourd'hui, bon, moi j'adore les documentaires animaliers aussi et les films d'agression animale, ce qui peut paraître un peu incohérent, mais bon, bref, je suis éclectique. Et en fait, les orques ont une structure sociale hyper développée, ont des tactiques de chasse, enfin des trucs complètement dingues. Donc, en fait, c'est pas si absurde comme film, mais vraiment, en fait, on est vraiment dans l'empathie avec l'orque, quoi. Enfin, moi, c'est là, mais quelle horreur. Enfin, vas-y, bouffe-le, quoi, le pêcheur, en fait. Ouais, non, mais c'est vraiment un film que j'aime bien parce qu'il fait quelque chose d'autre quand même. C'est pas une copie. Enfin, il y a plein de copies et j'adore les films qui exploitent les filons, mais là, quand même, on est presque ouais, dans du drame, quoi. Enfin, du drame animal, quoi. Ouais, c'est ça. Ça pourrait être une catégorie à part qui est le drame Avec animal d'une l'ours. certaine façon. Oui, avec l'ours de Jean-Jacques Hano, avec Okja de Bong Joon-ho par exemple. Mm. Voilà, on pourrait faire toute une liste de films. Marley et moi. Donc ouais, je suis assez d'accord avec toi. C'est vrai que on est du point de vue de l'orque, on est en empathie avec l'orque et la faute revient complètement sur le pêcheur qui est joué par Richard Harris, hein. Pas mauvais gars au fond, hein. Il va s'humaniser aussi au fur et à mesure du film grâce au personnage de Charlotte Rampling, qui est une biologiste qui vient étudier les orques et qui lui fait prendre conscience justement des fonctionnements des orques et du fait que c'est des animaux vraiment développés du point de vue émotionnel, du point de vue affectif et même intellectuel. Et puis oui, dans Les Dents de la Mer, finalement, Bruce, hein, donc Spielberg avait surnommé le requin animatronique, il avait surnommé Bruce en hommage à son avocat. C'est cette très célèbre anecdote du fait que le requin ne fonctionnait pas, que Spielberg avait pas tous les moyens à disposition pour montrer davantage le requin. Il en a fait une forme assez abstraite d'une certaine façon. C'est très synecdotique. C'est une synecdoque où on a juste l'aileron, où on a même parfois c'est juste la musique qui t'annonce le requin d'une certaine façon. Donc tu peux pas vraiment t'attacher à cette créature, à ce mal qui paraît presque abstrait d'une certaine façon, comme tu dis, dont on comprend pas les raisons, qui est une espèce de mal absolu qui apparaît et qui disparaît sans réelle raison dans le monde des humains et que les humains vont devoir affronter. Là, l'orque, Michael Anderson se prive pas de le montrer et de créer des situations qui paraissent parfois assez sidérantes à regarder parce que c'est très anthropomorphisé. Donc c'est un film intéressant parce que c'est un film il y a une espèce de flux et de reflux de ta suspension d'incrédulité dans le film. Je sais pas pour toi. Il y a des moments où moi je décroche complètement, tu vois. Il y a des moments où je reviens. C'est un film à onomatopée. Tu vois, quand je le regarde, je fais oh non, oh quoi. Ah non, tu vois, j'arrête pas de changer, de braquer sur le film, d'y croire, de plus y croire, d'adhérer à ce côté émotionnel et puis de le rejeter. Après, moi, c'est vrai que j'ai vu tellement. Enfin, j'adore les films avec des animaux, donc agression animale ou animaux pas agressifs par ailleurs. Enfin, celui-là, il est vraiment à part, comme tu dis, il y a un truc un peu étrange où on sait pas trop se situer. Après, il y a tellement de moments que je trouve incroyables que c'est un film qui laisse pas indifférent, quoi. Moi, c'est un film qui m'a marqué, mais tu vois, que j'ai pas revu 12 000 fois. Mais à chaque fois que je le revois, je me dis, oh, quand même, c'est quand même super bien, quoi. Et la scène finale, elle est magnifique. Oui. Moi, à chaque fois, je pense à Frankenstein, la créature de Frankenstein dans le roman, il va errer dans les glaces et tout ça pour essayer de retrouver son humanité. Et là, il y a cette scène finale où tout le monde est en train de geler et tout, où le bateau est poussé. Enfin, voilà, il y a cette espèce de traque un peu absurde. On sait pas qui chasse qui. Et vraiment, je trouve qu'il y a des très très beaux moments, quoi, de mise en scène. Il y a des plans qui sont magnifiques. Alors après, c'est vrai qu'il faut accepter un certain nombre de choses. Mais bon, voilà, il y a tellement de
film qui nous demande beaucoup de croyance et de foi, que voilà, celui-là, moi, c'est avec plaisir que je me jette à l'eau avec ce film. Ouais, c'est intéressant le décor à la fin, le décor de cette banquise, il est volontairement irréaliste, il est tu vois onirique, il est symboliste. Tu vois, c'est presque une espèce de forteresse de glace assiégée et à la fin, tu peux le voir comme un mausolée. Il y a quelque chose d'un peu sacré dans ce lieu. Alors, faut rappeler que Michael Anderson l'année précédente avait fait un succès au cinéma, un film qui avait quand même marqué son époque qui était L'Âge de cristal. Là, on est dans la catégorie du film de science-fiction flippé des années 70, la dystopie absolument cauchemardesque. Et on retrouve un peu de L'Âge de cristal dans cette scène finale, dans ces décors étranges, dans ce blanc, dans cette ambiance éthérée et assez angoissant. Et t'as un peu l'impression qu'ils sont dans une zone entre le monde des vivants et le monde des morts aussi, tu vois. Il y a ce côté quasi fantastique en fait dans le film, alors qu'il n'y a pas d'éléments clairement fantastiques, même si tu peux remettre en question bien sûr le comportement de l'orque et te demander s'il n'y a pas quelque chose effectivement qui touche à un événement surnaturel qui a provoqué ce dérèglement des repères entre le monde des humains et le monde animal. Et voilà, c'est aussi la force du film, c'est qu'il y a quand même une identité derrière de la part de Michael Anderson. Moi j'aime aussi beaucoup, là j'ai parlé de la couleur blanche, pour revenir à la couleur noire, tu sais, juste avant donc cette dernière partie qui se passe en mer, quand il quitte le port, quand il se décide à aller vers son destin, le personnage de Richard Harris, où il est habillé tout en noir comme ça à l'avant de son bateau et tous les villageois le regardent partir. C'est vraiment une très belle séquence d'adieu où tout le monde l'observe et on a vraiment l'impression qu'il est en deuil d'une certaine façon, d'une part de son futur qui adviendra pas, d'une part de son humanité, voilà, de devoir affronter cette espèce de prophétie en fait qui lui tombe dessus, ce rôle prophétique de l'homme qui doit chasser l'animal et l'issue probablement tragique qui va arriver. C'est un plan qui est aussi magnifique avec une musique très très solennelle. En fait, c'est intéressant ce film parce que quand tu le lances, tu te dis est-ce qu'on va pas assister à un nanar en fait? Alors un nanar, je sais pas si les nanars existent réellement en tant que tels, mais l'approche nanar que tu peux avoir d'un film, tu te dis est-ce que je vais vivre ce film avec ces séquences anthropomorphisées autour de l'orque? Est-ce que ça va basculer complètement dans le ridicule au point que ce soit un plaisir de nanar? Tu te dis mais ils ont complètement pété les plombs et je prends le film à la dérision. Et progressivement en fait la tragédie du film, le côté dramatique comme tu l'as très bien dit, l'emporte en fait sur ce risque de basculer dans le nanar. Parfois effectivement il y a des séquences qui sont vraiment sur le fil, mais t'es emporté par l'enjeu du film, par l'ampleur dramatique du film au final. Alors, c'est un très bon réalisateur. Enfin, le nanar, c'est aussi. Enfin, moi, j'adore hein, le nanar, c'est pas du tout un jugement négatif, mais il y a aussi voilà, une réalisation qui peut être parfois un peu absurde ou un peu plate ou un peu. Voilà. Là, il y a vraiment quelqu'un qui sait filmer et donc qui fait des très beaux plans. Et c'est un film qui est finalement très sérieux. Alors que, bon, effectivement, ça pourrait basculer. Mais c'est aussi, je pense, lié aux acteurs qui sont vraiment excellents. Richard Harris, il est parfait dans son rôle de lui-même. Je crois qu'il est irlandais. Enfin, il a aussi ce côté pêcheur un peu bourru, etc. Mais voilà, c'est un peu lui. Apparemment, visiblement, il avait quelques soucis avec l'alcool aussi, personnellement. Et Charlotte Rampling, qui arrive là avec son espèce de grâce un peu sortie de nulle part et en même temps très sérieuse, quoi. Enfin, Charlotte Rampling, elle a une beauté sérieuse, quoi, et un peu froide comme ça, et en même temps, elle irradie comme ça tout le film, et tout le monde prend tous les sujets très au sérieux. C'est là où je pense une des différences avec Les Dents de la Mer, que par ailleurs j'adore, mais Les Dents de la Mer et tout le cinéma de Spielberg en général, il y a vraiment ce côté familial, finalement, même dans Les Dents de la Mer, qui est plus horrifique, mais il y a quand même ce côté... on s'adresse à un grand public et on va rajouter un petit peu d'humour parfois. Ouais, du fun, des soupapes fun dans le film, ouais. Et là, il n'y en a pas. Et même le grain du film, alors pour le coup, pour vivre plutôt au nord de la France, en Normandie, le grain, c'est ciel gris, en fait, de bord de mer. Voilà, on n'est pas sous les Caraïbes, quoi, clairement. Et le film renvoie vraiment cette atmosphère, un peu gris vert des côtes, des bords de mer comme ça frisqués. Et je trouve que c'est super bien fait. Et c'est vraiment moi j'aime bien les films. Alors pas qu'ils se prennent au sérieux dans le sens qu'ils se la jouent un télo, mais qui vont à fond dans leur sujet sans cynisme ni second degré, quoi. On a l'impression qu'ils y croient vraiment que les orques peuvent venger leurs bébés mort-nés et leurs femelles. Ouais, on a envie d'y croire, je trouve. Enfin, c'est dans le genre agression animale, je crois qu'on est vraiment quand même, pour moi, dans un très grand film, quoi. Ouais. Et puis la différence, effectivement,
effectivement avec d'autres types de divertissements, que ce soit des blockbusters très réussis, très américains comme Les Dents de la Mer, ou que ce soit quelque chose qui risque de basculer vers le nanar, c'est qu'il y a une vraie cohérence en fait de ton dans le film, ce qui est la différence de films dont tu vas décrocher et tu vas remettre en question l'histoire parce que le réalisateur arrive pas à tenir un ton, arrive pas à tenir son concept narratif jusqu'au bout. Là, comme tu dis, ils y croient à fond, ils se sont tous mis d'accord, on est sérieux sur le traitement de l'orque, on est sérieux sur le traitement du personnage principal humain et ce côté épique aussi dans le film. On y va à fond et à partir de ce moment-là, voilà, on fait une sorte de Moby Dick inversé. Ça paraît être un enjeu un peu élevé pour un film de divertissement, surtout un film qui a pas un très très gros budget. J'ai vu que c'était 6 millions de dollars par rapport aux autres productions que j'ai citées de Dino Laurentiis. On est sur la moitié voire le tiers du budget des autres gros blockbusters signés par Laurentiis à l'époque. Mais au final, le projet fonctionne complètement quoi. Bah oui, oui, non, moi je trouve, en le revoyant là pour préparer l'émission, je l'avais pas vu depuis un moment, mais en fait, j'ai eu l'impression qu'il m'avait pas quitté, quoi. Donc, je conseille à tous les auditeurs d'aller voir Orca s'ils aiment les films avec des animaux qui font des choses étranges. There's an AN and there's a BN. Okay, let's say the AN is 12 o'clock, the BN is 12:01. All right, we start the machine with the Weeble at the AN. It travels forward normally. You gotta write this down. Aaron, there's nothing to write down. Well, then I'm writing it. Okay, fine. Look, it travels forward normally towards the BN, and when it gets there, the feed runs down parabolically until it's just stopped, but it doesn't. It curves back around towards the AN. And when it gets back to the AN, now curve that around. Okay, now the Weeble has experienced a total of 2 minutes. And again, it curves back around. It curves parabolically. Right, so it comes back around again, and it does this about 1,300 times, and when it finally exits on the BN, it's traveling an odd number of forward and backward trips. Erwan, ton deuxième film de ta sélection, c'est Primer de Shane Carruth, sorti en 2004, avec Shane Carruth lui-même dans le rôle principal aux côtés de David Sullivan. Je crois que j'ai fait à peu près le Réalisé, tour. écrit et interprété par Shane Carruth. C'est un film dont le générique est assez succinct. C'est un film assez surprenant puisque je crois avoir lu qu'il a coûté 7000 dollars, quelque chose comme ça. Ouais, c'était rien. Hein. C'est hallucinant de voir la qualité technique du film. Alors, je te demande d'abord de faire un pitch. Alors celui-là, c'est pas évident. Hein. Ça fait partie d'une de mes obsessions de cinéphile, c'est les films de voyage dans le temps. Et donc Primer, c'est l'histoire de 4 jeunes ingénieurs. Tu sens qu'ils viennent de sortir de l'école, quoi. Et ils travaillent sur un projet dans leur garage. C'est dans une banlieue Spielbergienne, comme on en voit dans beaucoup de films, donc pavillon, avec le petit gazon rasé devant. Et ils construisent une machine, on ne sait pas trop ce que c'est. Et en fait, on s'aperçoit que c'est une machine à voyager dans le temps, assez tard dans le film. Et là, les emmerdes commencent, parce qu'ils la font fonctionner. Et ça dérègle tout. Mais ça dérègle pas d'une manière spectaculaire. On n'est pas dans Retour vers le futur ou des choses comme ça. On est plutôt dans un décalage de la réalité. Et ils vont essayer de rattraper le coup pour recoller à la réalité. Et là, le bordel commence. Comme ils sont à plusieurs endroits au même moment parce qu'ils ont foutu le bordel, ils sont obligés des fois d'attendre dans une pièce pendant que le double fait un truc. Donc ils doivent avoir un planning. Ils doivent tout savoir à l'avance, à la minute près, où ils doivent être et tout ça pour recoller, essayer de recoller autant. Et plus ça va, plus c'est le bordel en fait. Donc voilà, alors, ce film, je l'ai vu pour la première fois au marché du film à Cannes, genre une bonne année avant qu'il sorte au cinéma. Mais ça a été une baffe dans la gueule. Parce que tu sais, au marché du film de Cannes, on voit des films à l'appel. Alors ça a changé maintenant, ça a perdu de son activité bouillonnante. Mais à l'époque, tu sais, tu allais de Cinémancia, c'était des petites salles. Il y avait des salles historiques dans la ville, mais il y avait aussi dans le bunker, il y avait des petites salles du marché. Alors je sais plus exactement où est-ce que je l'ai vu. Enfin bref, on n'était pas beaucoup, on devait être une dizaine. Hein, tu vois, au marché du film, il y a à part des films événements, mais et c'est un marché quoi. Hein, c'est pour les businessmen. Et moi, c'est ce que je préférais à Cannes. C'était pas à la sélection, c'était aller au marché du film justement pour découvrir des trucs de dingue comme ça. Et là, j'ai pas été déçu quoi, parce que c'est un film très hermétique. C'est-à-dire, faut vraiment aimer les films de voyage dans le temps pour aimer ce film. Voilà, c'est pas Retour vers le futur, quoi. C'est pas un film familial où on se dit ah c'est cool, il revient dans le futur, dans le passé, dans machin. C'est pas du tout ça. C'est un film de art science. Mais vraiment, c'est un film de nerd parce que pendant, je sais pas, ça a duré au moins une bonne demi-heure. Hein, au début du film, tu les vois juste bricoler des trucs dans le garage et discuter de systèmes électroniques, de
puces, de mécanique en bouffant des pizzas. Et alors, j'adore parce qu'ils sont tout le temps en chemise blanche avec avec un pantalon. Enfin, ils sont toujours très classe. Ils sont pas du tout débraillés. Enfin, ils ont une espèce de posture, de costume d'ingénieur quelque part, comme s'ils travaillaient un peu à la NASA. Et il y a des discussions comme ça pendant des dizaines de minutes. Au début, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce film? Il y a quand même ce grain un petit peu amateur, parce que le film a rien coûté. Même si c'est bien réalisé, il n'y a pas de problème, hein. Mais il y a ce côté un peu vraiment mode d'emploi pour nerd, où tu as l'impression qu'il te déplie un mode d'emploi d'une machine que tu ne comprends pas, en fait. Et ils en discutent comme si toi, tu étais au courant, en fait. C'est ça ce qui est génial dans le film, c'est qu'il n'y a pas d'introduction ni rien. Ils discutent de leur truc comme si tu faisais partie du groupe d'ingénieurs, en fait. Et c'est quand ils la font marcher que tu comprends, en fait. On dit, ah, mais c'est une machine à voyager dans le temps. Voilà. Et ben après, ça devient assez fou parce que encore une fois, c'est pas un film de voyage dans le temps hollywoodien, dans le sens où ils font pas du spectaculaire avec. On est vraiment dans la distorsion de réalité. Il y a un film qui ressemble un petit peu, qui s'appelait film espagnol, je crois que c'est Synchronicity, un truc comme ça. En fait, le méchant, c'est le paradoxe temporel. Exactement. Il n'y a pas de Biff Tannen, de tueur, enfin, tous ces trucs justement qui sont rajoutés dans les histoires de voyage dans le temps parce que les scénaristes ou les producteurs se disent si on parle plus du voyage dans le temps, on va se faire chier. Shane Carruth, il s'est dit non, moi c'est ça qui m'intéresse et le reste je m'en fous. C'est certainement le film de voyage dans le temps le plus nerd de l'histoire du cinéma. Enfin pour moi, hein. Mais c'est pas pour tout le monde, je pense. Non, c'est pas pour tout le monde. Et puis, comme tu le disais déjà en annonçant qui sont les protagonistes, c'est ça qui est déjà étrange dans le film avant que tu saches si c'est un film de science-fiction, avant que tu saches si c'est un film qui va être divertissant ou pas, un film étiqueté de genre ou pas, ou d'exploitation ou pas. Déjà, t'as ces personnages qui sont, comme tu dis, ils ont toujours cet uniforme. Ils vont même à une fête plus tard dans le film, ils sont habillés de la même façon. Ouais, parce qu'ils avec s'en foutent, tu vois. C'est vois, des asociaux, en fait, quelque part. exactement. Comme des vrais nerds, quoi. Et leurs problématiques sont celles-là. On voit un petit peu leurs problématiques de père de famille ou de Un petits petit peu, copains, ouais. un petit Ouais. peu, mais leurs problématiques restent des problématiques d'ingénieurs comme tu dis, qui sont encore jeunes, qui ont encore de l'ambition et de l'enthousiasme pour leur métier, pour la science, et qui en même temps ont peur de se ramollir, ont peur d'être mis au placard, comme on parle à un moment d'un ingénieur. Tu disais ce que deviennent les ingénieurs qui ont plus de 40 ans, tu vois. Ouais, ouais, Donc il y a ouais. aussi ce côté cafard du monde du travail et du monde de cette espèce, on sait pas trop d'ailleurs dans quelle boîte il travaille, qui est affilié à l'université, enfin, Oui, on, on s'en fout un peu, en fait. on s'en On sait on qu'ils s'en sont fout un dans un petit peu. environnement professionnel, mais ça les intéresse pas trop, en fait. Voilà, qui est pas tant enthousiasmant que ça, qui est pas à la hauteur de leurs ambitions. Et ce qui est étonnant, c'est qu'en fait, le reste du film, comme tu dis, est pas du tout un film fun où tu pars sur quelque chose qui va être beaucoup plus divertissant, ou alors il va y avoir des enjeux qui sont terribles, dramatiques, et puis Ouais, il va s'agir de sauver le monde parce qu'on a créé une faille c'est ça. spatio-temporelle ou quoi. Là, il reste dans un truc où il boursicote un peu pour se faire de l'argent. Oui, oui, c'est vrai. Il erre dans la Mm. ville comme ça. Alors, ah ouais, attends, mais là, il faut qu'on reste dans la chambre d'hôtel pendant 4 heures, pendant que C'est machin. ça. Et tout le film reste comme ça, à cette hauteur-là, en Ouais, fait, ouais. entre la zone industrielle de la ville, le quartier Ouais. résidentiel. Et finalement, on décolle jamais vraiment dans quelque chose de spectaculaire, Non, de grandiose du il tout. y a un refus total, mais c'est presque un film d'organigramme, tu vois. C'est un film C'est ça. d'emploi du temps, en fait. C'est sur Mais les emplois du temps de deux mecs qui essayent de réparer leurs conneries parce qu'ils ont fabriqué une machine à voyager dans le temps, ils ont foutu le dawa. En fait, c'est ça le résumé du film. Et du coup, c'est complètement anti-spectaculaire. Bon, après, il n'y avait pas la thune pour faire autre chose, hein. Mais en tout cas, ça donne un film de voyage dans le temps totalement unique. Mais vraiment. Et le mec allait jusqu'au bout de la nerderie, en fait. ouais. Et du coup, ce mood, cette humeur du film, bah, ça correspond aussi à quelque chose de la vie américaine, en fait, de la vie de bureau, les trucs après lesquels on court dans la journée. Ça représente aussi quelque chose du côté sans ampleur Oui, oui, du oui. quotidien, Une en espèce fait. de quotidien, mais de course au quotidien, en fait. Et c'est vrai que Shane Carruth, il a fait ce film-là très jeune. Donc, je pense qu'il y avait aussi ces interrogations de jeunes qui rentrent dans la vie active en disant, bah, ça va être ça ma vie, ça va être de Ouais. prendre la bagnole le matin, de pas être en retard, de faire mon taf, de rentrer, de manger. Mais Ils ont une place d'adulte, en fait, de nerd qui devient adulte. Parce qu'en plus, c'est super bien joué, quoi. C'est ça qui est bien, puis c'est oui, crédible, parce que c'est ouais, film et caméra épaule, machin. ouais. Et tu te dis, en fait, je pourrais avoir regardé ça pendant 1 heure, ça me dérangerait pas, quoi.
il l'aborde de manière très, très scientifique et très froide, en fait. Autant, tu vois, dans Retour vers le futur 2, tu as aussi cette idée de double avec Marty McFly qui doit récupérer l'almanach, mais il y a son double qui est dans la pièce à côté, alors faut pas qu'il se fasse voir. Mais évidemment, c'est très spectaculaire. Moi, j'adore Retour vers le futur 2, c'est un film extraordinaire. Mais là, il y a pas du tout ça. Ils s'en foutent de ça. Eux, ce qu'ils veulent, c'est montrer comment deux mecs se foutent dans la merde parce qu'ils ont réussi une invention de voyage dans le temps qui devrait être l'invention du millénaire, enfin voilà, un des trucs les plus incroyables qui ait jamais inventé l'histoire de l'humanité. Et en fait, non, ils restent dans leur pavillon, ils en parlent à personne parce qu'ils sont dans la merde, quoi. Donc ils essayent de rattraper leur truc, quoi. Et je trouve ça brillant. C'est dommage qu'il a pas fait grand-chose après, Shane Carruth. Il a fait un autre, je l'ai pas vu, moi, son deuxième film après. Upstream Color, qui est très intéressant. Ouais. Moi, je l'ai vu, Upstream Color. C'est un film très intéressant sur son montage, sur la façon. Ça parle encore aussi du temps d'une certaine façon. Et ça te donne une impression sur la temporalité des événements très, très particulière, très singulière. Et c'est aussi très bien construit dans son montage. Tu sais pas vraiment si c'est écoulé 10 minutes, 1 heure. Ouais, mais je pense que c'est un grand expérimentateur. C'est dommage. Bon, je pense qu'il est pas dans le moule du cinéma américain, donc c'est compliqué, quoi. Mais je trouve que c'est un mec hyper intéressant. Et ça, c'est un film, tu vois, qui aurait pu avoir une version hollywoodienne. Tu vois, c'est un film qu'aurait pu faire Christopher Nolan, par exemple. Enfin, c'est des thématiques qu'aurait pu aborder Christopher Nolan, par exemple. Bah, surtout le Nolan de l'époque, là, en 2004, on est encore sur le Nolan de Memento, de Following. Memento, voilà, il y a des ponts avec Memento. Donc on n'est pas encore sur le Nolan blockbuster, en fait, d'une certaine façon. C'est vrai que la parenté il est obsédé par l'espace et le temps, hein, Nolan. Donc, et comme Shane Carruth. Mais c'est vrai que c'est dommage parce Nolan que... version indépendant et nerds. Version garage, quoi. Tu vois, c'est comme le rock garage. Là, c'est un film garage. Voilà, et d'ailleurs, c'est le Nolan garage, au sens propre, quoi. Voilà. Mais c'est vrai que c'est un réalisateur. C'est dommage parce que c'est un réalisateur qui, techniquement, quand tu vois le budget du film, tu peux avoir peur de tomber vraiment sur une série Z mal jouée parce que le mec prend son cousin, son voisin pour jouer les... Enfin, tu sais, je crois qu'il y a son père qui joue le beau-père, enfin c'est un film de démerdard, quoi. Voilà. Mais et des fois, tu te dis... Voilà, des fois, tu te dis que sur ces films de démerdard, hélas, l'argent, c'est le nerf de la guerre et tu vois la différence d'un film désargenté. Là, comme tu dis, c'est très bien joué, c'est très bien écrit. Il y a des très bonnes idées. Moi, j'adore la prise de tête autour du téléphone portable. Là, donc là, il y a 2 téléphones en même temps au même moment dans le monde. Oui, donc alors, quand ça sonne en même temps. Tu vois, ça, c'est un truc vachement... Tu vois, j'adore. Tu poser cette question-là, ça se pose ces questions de c'est des trucs nerd. de scénariste où le scénariste ose jamais aller jusqu'au bout. Parce que tu te dis, mais si je commence mon délire sur ce genre de truc, ça va prendre 4 pages. Et ça va faire chier. Le producteur, il va me dire, non, mais tu me coupes ça en une demi-page, en 3 phrases. Ouais. Donc lui, il s'en fout. Son film, il coûte $7 000. C'est le mettre à bord. Donc le mec, il te fait une scène de 5 minutes sur si elle m'appelle, il y a mon double. Donc c'est sur quel téléphone ça va sonner. Et là, tu as une conversation de nerd qui dure 5 minutes sur qu'est-ce qui va se passer. Et moi, j'adore. Je trouve ça génial. Ça me rappelle aussi un peu, il y a un côté Pi de Darren Aronofsky. Le premier film de Darren Aronofsky. C'est le genre de film, de film de nerd et que moi j'adore. Pour moi, c'est un des meilleurs films de voyage dans le temps de l'histoire du cinéma. C'est un peu pompeux de dire ça, mais je le pense. En tout cas, dans les films indés de cette catégorie-là, je dois reconnaître que c'est le travail le plus bluffant avec le film dont on va parler juste après, qui est The Battery. C'est vrai que c'est vraiment des films étonnants pour la qualité technique du film et la réussite d'écrire une histoire, bien sûr en sachant les limites de ce que tu vas pouvoir faire à l'écran. En fait, tu réussis complètement une fois que tu as compris ce que tu allais pouvoir rendre à l'image, quoi. C'est fait par des gens très intelligents. Ah oui, voilà. Et finalement, ça réussit la plupart des choses que ça propose à l'écran, quoi. Ça, c'est assez remarquable. Promettez maintenant d'observer un silence total. Promis. Enfin, votre dernier engagement. Lequel? Vous renoncerez à apprendre à lire et à écrire. C'est impossible. C'est une chose à laquelle je ne consentirai Quoi? jamais. De toute façon, il est trop tard. J'ai déjà appris à lire et à écrire. Alors essaie d'oublier. Mais c'est ridicule. Comment peut-on oublier ce qu'on sait déjà? Pourquoi d'ailleurs les femmes ne devraient-elles pas savoir lire ou écrire? Parce que c'est mal. Jamais la femme ne doit pouvoir dominer son époux. Mais je n'ai absolument aucune intention d'avoir un époux. Mélanie, on passe à La Caverne de la Rose d'Or, une saga télévisuelle découpée en 5 aventures, chacune de 3 heures, diffusée à la télévision italienne entre 1991 et 1996 et réalisée par Lamberto Bava. Alors, est-ce que tu peux nous pitcher La Caverne de la Rose d'Or? Alors, peut-être pas les 5 aventures en tout, mais au moins nous planter le décor et nous parler un peu du personnage principal, peut-être? Oui, alors là,
pitcher La Caverne de la Rose d'Or. Combien d'heures on a parce que... Ouais. Alors déjà, je ne me souviens pas de tout, mais en gros, c'est principalement l'histoire de... Donc en français, hein, parce que moi je l'ai vu en VF sur M6, c'est l'histoire de Fantagaro, c'était ça son nom en français, qui donc est une femme qui est obligée de se déguiser en homme pour pouvoir défendre son château. Et moi, ce qui m'a marqué, parce que je l'ai vu entre, du coup, il a été diffusé, j'ai revérifié les dates, c'était entre 92 et 97 à la Ouais, télévision un an française. d'intervalle en fait. Ça passait à Noël en Italie et un an plus tard à Noël en France. Voilà, donc moi c'était ma série de Noël, donc je ne décrochais pas et j'avais entre 10 et 15 ans du coup quand la série passait. Donc je pense que c'est pile le bon âge pour regarder La Caverne de la Rose d'Or, clairement. Ce qui m'a marqué évidemment c'est l'histoire d'amour parce que certes il y a Fantagaro mais il y a aussi Romualdo qui est d'abord un ennemi puis qui va évidemment se rapprocher progressivement en comprenant que derrière ce chevalier se cache la jolie Fantagaro. Donc c'est une histoire de prince, de princesse déguisée en chevalier dans un univers complètement fantastique, mais assez fauché, en tout cas avec des décors assez kitsch, voire même très kitsch. Mais c'est pour ça que moi j'aime le film, avec des créatures magiques, des objets magiques, enfin tout est magique de toute façon. Et si on touche une pierre, elle parle, on touche un bout de mousse, elle s'envole, enfin voilà. Donc c'est un univers complètement presque heroic fantasy. Sur certains, il y a des épisodes qui sont vraiment à la limite de l'heroic fantasy et voilà, c'est vraiment des aventures fantastiques, de contes de fées, mais assez modernes en fait dans leurs propos. Le personnage principal c'est vraiment un personnage féministe, quoi, carrément. Enfin, c'est Ouais, une je femme pense qu'on peut le dire. Ouais. ouais, qui se fait sa place dans un monde qui n'est pas fait pour les femmes, qui ont envie d'être autre chose que des princesses qu'on épouse, quoi. Donc c'est un peu rebelle avant l'heure, quoi. Ouais, Rebelle de J'ai pas bien Pixar. pitché, hein, je suis désolée, mais c'est un peu lointain et pour le coup, c'est assez complexe l'histoire parce qu'il y a plein de méchants qui arrivent. Comment il y en a un, c'est Tarabas. Alors là, c'est le Romualdo, mais il est brun, donc c'est le méchant parce qu'il est brun. Et il y a surtout la méchante, comment elle s'appelle, Ursula, qui est jouée par Brigitte Nielsen. Je pense que Angelina Jolie, quand elle a fait Maléfique, elle a dû s'inspirer. Enfin, les designers de son costume ont forcément vu La Caverne de la Rose d'Or parce que on est vraiment dans cet esprit-là. C'est vraiment la méchante de Blanche-Neige, quoi. Mais carrée, parce qu'en mode Brigitte Nielsen, donc elle est costaud, elle fait vraiment peur, quoi. Elle est pas que magique, elle peut aussi t'en mettre une, vraiment, quoi. Bah écoute, ça fait un autre modèle féminin par rapport à Fantagaro, c'est bien. Donc c'est intéressant parce que donc avec Erwan, on a parlé à l'occasion de Nirvana, on a rappelé que à ce moment-là, début des années 90, le cinéma de genre italien était déjà à l'agonie, si ce n'est déjà mort. Pour résumer, on va dire que l'argent du cinéma italien s'est déporté sur la télévision en fait. Hein. Et un des grands architectes de ce déplacement de capital en Italie au cours des années 80, c'est Silvio Berlusconi. Donc Silvio Berlusconi, c'est le patron de Mediaset, du complexe audiovisuel Mediaset, et c'est sur Mediaset que cette saga a été diffusée justement. Et donc on se retrouve avec Lamberto Bava, qui est le fils de Mario Bava, le maestro du cinéma de genre, du cinéma fantastique, du cinéma d'horreur italien des années 60-70. Lamberto Bava qui avait eu l'occasion donc de commencer en tant qu'assistant auprès de son père et de commencer à réaliser pour le cinéma dans les années 80 avec des œuvres assez notables, hein, dont on se souvient aujourd'hui. Je pense à Baiser macabre et bien sûr à Démonie, Démon numéro 1 et 2 qui ont été quand même d'assez gros succès populaires dans les années 80. Bon, bah là, il a été obligé de bifurquer entre le direct to VHS, donc les films qui ne sortaient plus en salle et sortaient directement en cassette vidéo, et la production télé. Et finalement, c'est peut-être l'une de ses œuvres qui a été la plus vue et revue, parce que ça a été multidiffusé. En tout cas, nous, en France, j'ai l'impression que ça a été très largement rediffusé sur M6, même après la période où toi, tu les as découverts. Finalement, c'est peut-être l'œuvre la plus connue de Lamberto Bava, c'est finalement La Caverne de la Rose d'Or, qui ressemble pas forcément à son cinéma, le cinéma dans lequel il a débuté, même si je trouve que parfois rejaillissent des images qu'on a connues dans le cinéma de genre italien. Tu vois, sa première incursion dans la caverne, là on est chez Mario Bava, quoi. Il y a des couleurs rouges. Là on retrouve le Mario Bava, héroïque fantasy, péplum fantastique, tu sais, Hercule contre les vampires et autres. Là on retrouve cette parenté-là avec le gros monstre, les décors qui s'animent, les lumières macabres, très flashy comme savait le faire Mario Bava. Voilà, mine de rien, il y a quand même une parenté, on peut dire, avec l'œuvre de Bava père. C'est assez marrant parce que, en fait, donc c'est une série que moi j'ai vue quand j'étais enfant, ado, quoi. Je l'ai pas revue 12 000 fois depuis. Et c'est en faisant un bistrot avec un film de Lamberto Bava, alors, je sais plus, je crois que c'était Démon, justement, je sais plus lequel c'était. Et là, je rebosse un peu la filmo
vidéo de Lamberto Bava, et là je vois La Caverne de la Rose d'Or. Et donc c'est grâce au bistrot que j'ai réalisé, parce qu'à l'époque, à 10 ans, je regardais pas trop qui était le Ouais. réalisateur, et surtout Lamberto Bava, ça me disait trop rien. En gros, 30 ans plus tard, je me rends compte que le téléfilm que je regardais tous les Noëls, en gros, pendant plus de 5 ans, c'était un film enfin, des films de Lamberto Bava, donc fils de Mario Bava, que par ailleurs j'adore, et que évidemment j'ai découvert pas très longtemps après, mais alors pour moi c'était tellement loin. Ouais. Ça pouvait pas être des trucs qui se superposaient, quoi. En fait, effectivement, comme tu viens de le dire, alors déjà, c'est quand même, dans mes souvenirs, c'est très bien fait. Enfin, la structure et tout ça, on suit bien, alors qu'il y a quand même pas mal d'intrigues, de sous-intrigues et tout, mais c'est très fluide, c'est très clair, et quand même, Mario Bava et son fils aussi, c'est quand même assez bien fichu en général. Et puis, il y a quand même des trucs un peu sombres, entre guillemets. Ça peut tendre vers, effectivement, l'heroic fantasy et les films les plus flamboyants de Mario Bava. C'est vrai qu'Hercule contre les vampires, enfin, on peut vraiment faire des liens aussi, ouais, avec La Caverne de la Rose d'Or, c'est tout à fait juste ce que tu viens de Je pense dire. qu'il fallait le voir à l'époque, les films, les péplums fantastiques, des films d'heroic fantasy, des films d'aventure. Vous en aviez traité aussi dans le bistrot, tu sais, les films d'Uberto Lanzi avec La Pirate, Marie Larousse, d'autres films comme ça, Sandokan. Ouais. Et je pense qu'il fallait les voir à l'époque avec la même naïveté d'une certaine façon que les spectateurs des années 90 devaient voir La Caverne de la Rose d'Or en fait. Il y a une parenté à mon avis qui est assez claire quoi entre les deux films, même si dans les péplums des années 60, le personnage principal est très Un généralement bodybuilder. un bodybuilder, donc voilà, c'est une figure masculine, comment dire, exagérée, et que là on est sur des personnages féminins, et donc on aurait tendance à penser que ça intéresserait davantage un public féminin, mais bon, globalement pour le public familial, on va dire, c'est des œuvres à découvrir en mettant de côté certaines questions dans sa tête et en ouvrant ces récits comme si c'était des contes qu'on découvrait enfant, même si tu les découvres pas enfant, ça t'invite à te replonger dans des mécanismes de récit, dans des conventions qui sont celles que tu acceptes complètement quand t'es enfant. Et le film a comme ça ce côté très naïf, les dialogues sont très explicatifs, les personnages commencent une phrase en rappelant moi qui suis le roi de ce royaume qui n'ait pas eu de descendant masculin, le type il est obligé de faire une phrase de 15 lignes Ouais, avant mais c'est d'en venir au compliqué fait. aussi, hein. C'est Oui, compliqué, oui, il y a beaucoup de personnages, donc ouais, quand tu m'as proposé de choisir des films, j'aurais pu te dire Lady Hawk, par exemple. Dans les ouais. films qui m'ont vraiment marqué, et je pense que c'est à peu près la même période, j'ai plus la date, peut-être un peu avant, Lady Hawk c'est un peu mais avant, ça doit être 85 ou voilà. 86. Et ça, c'est vraiment des films, moi, qui ont nourri mon imaginaire fantastique, héroïque. C'est un peu la même veine. Alors, en cheap, hein, quand même. C'est-à-dire que même enfant, je voyais bien que les vers qui sortaient des murs, c'était des chaussettes avec des yeux, quoi. Mais en fait, c'est pas grave parce que en même temps, bah, c'était marrant et on se disait, bah, peut-être qu'on peut le faire à la maison, en fait, ce truc, la pierre qui parle et tout. Enfin, je sais pas si ça existe encore Enfin, je pense pas que ça existe encore en téléfilm, mais vraiment des univers, des productions pour enfants quand même, en tout cas familiales, fantastiques, qui soient pas mercredi, voilà, avec assez gore quand même, avec des effets spéciaux et tout ça. Des trucs un peu naïfs comme ça, je pense que ça existe plus trop, mais c'est dommage. Tu soulèves une question intéressante parce que je pense qu'on a perdu le charme du kitsch. On Mm. s'autorise plus du kitsch, ou alors le kitsch, il faut qu'il soit vraiment très volontaire et qu'il soit destiné à un public complice, identifié, le public queer, tu vois, l'aspect camp. Tu peux voir en festival un truc de Happy Few qui concerne une petite communauté où, ah, vous avez vu comme c'est kitsch et on en rit ensemble et voilà. Mais on n'ose plus faire des choses aussi kitsch pour un public familial en fait. Et c'est ça que je trouve dommage. Il y a un personnage Ah qui est le oui. personnage d'une fée blanche qui la suit et qui prend plusieurs formes, dont la forme du noix. Et Loi, c'est vraiment un meupet, vraiment, tu sais, limite, tu vois le bras de l'animateur qui fait bouger Loi comme ça, avec les claquements de bec, pour nous faire croire que c'est vraiment un personnage qui parle. Ça a ce charme, en fait. C'est un charme aussi, le kitsch. Dans les productions actuelles, faut avoir une direction artistique très bien calibrée, très bien pensée par des exécutifs. Tu parles de Mercredi, c'est un très bon exemple, et on pourra en citer d'autres. Voilà, faut se mettre dans un état d'esprit particulier pour revoir le film aujourd'hui, dans les années 2020. Voilà, il y a quelques trucs qui paraissent pas toujours très bien pensés de manière cohérente. La musique, elle est assez, comment Ah, dire, c'est un peu déconnecté du truc. ouais. Mais ben ça, je me rappelle, tu vois, la musique. Mais en fait, je pense que pour le coup, quand tu le vois, quand t'es petit, c'est comme s'il y avait, ça faisait des nappes, en Mhm. fait. Peu importe ce qui se passe, t'avais toujours une espèce de nappe, mais c'était un peu comme un truc qui dit, attention, conte de fées, quoi. Il y a un truc comme ça, et je pense que, tu vois, on parlait de Mercredi, mais je sais pas s'il y a des films ou des séries en prise de vue réelle, hein, pensés pour les enfants. Parce que Mercredi, c'est quand même plus ado. Ouais. Je sais pas s'il y a des productions comme ça pour enfants. À l'époque, il y avait une autre série qui s'appelait Sabrina, qui parlait d'une petite sorcière. Le Sabrina des années 90, elle avait un chat, c'était vraiment une marionnette. Ça se voyait, mais en fait tout le monde le
savez, et c'est pas grave. Salem, son chat noir. Et quand on regarde, ils ont fait un remake sur Netflix et c'est horrible, c'est super gore. Il y a des Ouais. trucs, il y a des jumpscares partout. Et du coup, quel est public, quoi, en fait. Moi, La Caverne de la Rose d'Or. Effectivement, j'aimerais bien le remontrer à des enfants de 10 ans pour voir s'il marche ou pas. Mais Ouais. moi, je suis sûre qu'il marche parce que il y a tous les trucs. Je pense que le bestiaire, ça fonctionne encore. C'est pas quelque Ouais. chose qui se démode. Si on regarde le récit sur le papier, on va bien sûr faire des parallèles avec des récits qu'on a vus chez Disney, chez les classiques Disney, et qui étaient déjà là avant dans la littérature. La bouche du monstre, on est déjà chez Pinocchio, Collodi, qui est aussi italien justement d'ailleurs. Tu as fait un parallèle avec Rebelle, on peut parler aussi de Mulan, qui se coupe les cheveux pour devenir un combattant. Je les ai pas listés, mais il y a plein de choses comme ça qu'on voit dans le premier épisode. On peut faire des parallèles avec plein de récits. Ça, de toute façon, c'est un peu intemporel. Et le bestiaire qui accompagne ça, bon, peut-être que sa facture, la façon dont c'est fait, aura peut-être un peu vieilli aux yeux de certains spectateurs, mais c'est l'idée en elle-même auquel on adhère. L'idée des transformations de la sorcière blanche ou les décors qui sont accompagnés d'une légende, bah, tu vas y croire parce que on y croyait déjà il y a un siècle en lisant je sais pas quel conte et il y a 3 siècles en lisant Charles Perrault, enfin voilà. Ouais, c'est sûr. Et puis Kim Rossi Stewart, donc qui joue Romualdo, moi c'était, enfin, quand même les acteurs sont magnifiques, quoi. Ouais. C'est Alessandra Martinez qui joue Fantagaro, elle est magnifique, enfin elle est rayonnante, elle a une espèce de naturel. Je me rends compte aussi là en discutant que, et ça va être le cas pour tous les films que j'ai choisis, moi les acteurs et les actrices, c'est très très important, quoi, pour moi ça. Mhm. Et pour le coup, ouais, non, Romualdo, moi j'étais complètement amoureuse, quoi, clairement. Et Fantagaro, elle est géniale, quoi. Enfin, en tant que fille, c'est un personnage auquel on a envie de s'identifier parce qu'elle est hyper vaillante, elle est courageuse, elle invente plein de trucs, elle se laisse pas faire. Enfin, si vous avez des enfants, revoyez La Caverne de la Rose d'Or. Ouais. Alors, je sais pas sous quel format. Je sais pas s'il y a des DVD qui ont été Je sais pas. Je dois vous édités. dire que je l'ai vu par des moyens détournés sur un site russe. J'imagine. Mais exactement, ça commence par O et ça finit par K. Voilà, mais je sais pas exactement s'il y a un public pour ça qui attend Mm. une belle édition avec des goodies, avec... Ah ouais, une pierre qui parle. Ouais. Hi, this is Mickey. I'm here with Benjamin McBride. We're ball players. We were playing baseball up in Pittsfield when, well, anyway, we've been walking forever and we just found a car. We're in Connecticut. Over. You stay off this channel. Wait, what? Hello? Please, we're just looking for a place to stay. We're really hard workers. We can fish and cook, and I think that we could help each other out. Over. We got hard workers, kid. What we ain't got is room. We got no vacancy. You understand? Now that's that. And don't try to find us. You're not welcome. Erwan, ton troisième et dernier film, c'est The Battery de Jeremy Gardner, sorti en 2012. On a parlé un peu plus tôt dans l'épisode de Primer et on est un peu dans la même catégorie de films, la même catégorie budgétaire. C'est des films à tout petit budget qui sont assez sidérants par leur réussite technique et la réussite narrative du film, hein, on va dire. Là, on n'est pas sur un film de boucle temporelle, on est sur le film post-apocalyptique, film de zombies. Est-ce que tu peux nous faire un pitch de The Battery? Oh, c'est assez Ouais, simple c'est à faire, je simple, hein. pense. Ouais, ouais, ouais. En fait, The Battery, ça parle de deux mecs qui font partie de la même équipe de baseball et qui sont dans un monde envahi par des zombies. Alors, on comprend que ça fait des mois et des mois, hein, qu'ils sont tous les deux, que l'apocalypse a commencé, donc le monde, enfin, l'apocalypse est très avancé. Et ils sont obligés de se supporter. C'est pas qu'ils se détestent, mais c'est pas non plus des super potes. Je veux dire, c'est quasiment des collègues de travail, quoi. Et donc, ils sont obligés de se collaborer, de survivre ensemble. Alors, il y en a un qui est interprété par le réalisateur Jeremy Gardner, qui est plus cool, débrouillard, courageux, et l'autre qui est beaucoup plus peureux, qui a une phobie justement du zombie. Ça, c'est vachement intéressant dans le film. Il a jamais pu s'habituer en fait, alors que l'autre c'est plutôt adapté au nouveau monde en fait. Bon, on va pas dire la fin du film, mais en tout cas ils vont comprendre qu'ils s'aiment beaucoup, mine de rien. Ouais, The Battery, je l'ai découvert au festival Mauvais Genre à Tours. C'était en 2010 ou 2011, c'est genre un an avant que le film ne soit acheté. Le film a été acheté, il n'y a pas eu de sortie
sorti cinéma en France, je crois qu'il est sorti directement en DVD, il me semble. Mm. C'est un tout petit budget, $6 000. $6 000, c'est ridicule. Et je l'ai choisi aussi parce que c'est aussi symptomatique d'une époque, vers les, on va dire 2000, enfin la première décennie de 2000, quoi, où la technologie de filmage s'est vachement démocratisée. On est rentré dans l'ère du HD, de la miniaturisation, des caméras pas chères. Alors maintenant, c'est tous les jours tout le monde. On s'étonne plus de que tu sors ton téléphone, tu filmes en 4K quasiment, hein, donc, mais à l'époque, c'était nouveau. Et je me rappelle toujours d'une phrase de George Lucas qui disait que le cinéma était par essence technologique. Et je trouve que c'est tellement vrai. Parce que, tu vois, à l'époque de la nouvelle vague, dans les années 60, on a commencé à pouvoir mettre des caméras dans la rue, à filmer du néo-réalisme, etc. Parce qu'on filme en Super 16, les caméras étaient plus petites. Donc on pouvait le faire. Et là, on est dans cette même impulsion, mais dans une autre époque. C'est-à-dire que là, on est dans cette époque-là, 2010, 2008, commence à être dans l'époque du numérique et des petites caméras. Et donc, tu as tout un tas de réalisateurs ou d'apprentis réalisateurs ou de créatifs qui ont tout d'un coup les moyens de faire un long métrage. Dans les années 80, $6 000, t'as rien. Tu payes même pas la pellicule de ton film, tu vois. Même si tu filmes en Super 16. Et donc, ça a permis à tout un tas de gens de faire leurs films. Et je parle aussi en termes de court-métrage, que c'est un milieu que je connais très bien. Donc, il y a une explosion, si tu veux, d'œuvres. Et The Battery, ça fait partie de ces œuvres un petit peu de l'ère du numérique qui s'est vraiment démarqué, quoi. Moi, je me rappelle avoir vu ça dans une grande salle avec ce qui était blindé de monde et c'était vraiment l'immense surprise du festival. Tout le monde était ressorti en disant c'est mortel. Et pourtant, les films de zombies, on peut pas dire que ce soit un genre peu usité par le cinéma. Mais The Battery, ça arrive vraiment à sortir du lot, quoi. C'est pas vraiment un film sur les zombies. Bon, ils sont quand même bien là, hein. C'est pas non plus un film d'auteur ou avec un prétexte de zombies pour parler de la société. C'est une espèce de film sur le quotidien. C'est un peu comme Primer, finalement. C'est un peu sur le quotidien chiant, mais dans une espèce de contexte bizarroïde, qui est une apocalypse zombie, mais les mecs continuent à se laver les dents le matin, faut qu'ils bouffent. Il y a une super scène où ils se prennent la tête parce que le timoré en a ras-le-bol de marcher, ils n'arrêtent pas de marcher, de se déplacer. Il trouve une baraque où il se sent bien, il dit non mais ça y est, c'est bon, on peut rester là maintenant un peu parce que je suis fatigué, j'ai envie de me poser. Et l'autre lui dit ouais mais tu te rappelles la dernière fois que tu as voulu te poser, on est resté coincé 3 mois dans une baraque parce qu'on était encerclé par des zombies. C'est super intéressant parce que en une petite scène, tu te construis tout un background des deux personnages en fait. Il faut que c'est super bien vu dans une apocalypse zombie parce que c'est des trucs pratiques en fait. Si tu te poses dans une baraque, ne serait-ce qu'une nuit parce que tu t'en as marre de vadrouiller et que tu as envie d'un vrai lit, si t'as un groupe de zombies qui encercle ta maison, t'es niqué en fait, quoi. Et c'est ce genre de petits détails que je trouve mortels dans le film. Et voilà, et je trouve que c'est super bien réalisé, c'est super bien joué, c'est émouvant, là, toute la fin, et je trouve est super émouvante. Il y a des trucs très fins sur les comportements humains comme ça. Ouais, sur ce qui Et je lie trouve que une amitié. c'est ça, mais qui n'en est pas vraiment une. En fait, c'est une amitié de fait. En fait, ils sont obligés de collaborer ensemble. Ils se détestent pas non plus, hein. Mais c'est pas les meilleurs potes du monde non plus, tu vois. C'est deux solitudes additionnées en fait, hein. On peut dire c'est ça ça. comme ça. En fait, c'est un film un peu sur la solitude, mais à deux en fait. Ça pourrait être un film avec un personnage qui erre tout seul. On aurait presque le même ressenti. On ressentirait presque la même chose. Moi, c'est un film que je trouve intéressant parce que dans le film de zombies, en fait, t'as deux options grosso modo, et t'en as parlé avec le fait qu'il y a un personnage qui veut plus bouger. C'est que soit tu te calfeutres quelque part, quoi. Oui, soit ça, tu restes sur place et tu te calfeutres, soit tu traces la route, quoi. Soit tu es tout le temps en train de fuir la menace. C'est les deux grandes solutions. Voilà, c'est les deux options. Et là, en fait, on a un film qui est un road movie, donc qui est la deuxième option, c'est-à-dire on est tout le temps sur la route pour essayer de trouver des vivres, essayer de trouver un endroit sécure. Et en même temps, on a une impression de stagnation, on a une impression d'attente de quelque chose qui viendra pas, d'un salut qui viendra pas. Donc c'est très intéressant, c'est à la fois un film qui est en mouvement et qui en même temps te donne l'impression d'une immobilité qui t'évoque aussi, comme tu disais, une Amérique qui se fait un peu chier. Ce côté stagnation, c'est nous remet les pieds sur terre de ce qu'est l'humain sans technologie. C'est-à-dire que quand tu es à pied avec un gros sac à dos, tu restes dans la région, quoi. Tu vois, tu vas pas faire le tour du pays, tu vas pas t'en aller. Tu vois ce que je veux dire? Il y a aussi ce sentiment-là, je trouve, beaucoup dans The Road, tiré du super bouquin. Il y a aussi ce sentiment-là, c'est qu'ils n'arrêtent pas de marcher, mais en fait, mais tu sors pas de la région, en fait. Enfin, tu vois, c'est tellement la galère pour marcher, pour se nourrir, etc., que c'est toute une aventure déjà, quoi, dans un monde apocalyptique. Quand tu te poses, tu t'échanges 2-3 balles de baseball, tu joues aux cartes, et puis t'as pas grand-chose à faire, quoi. Tu t'ennuies. Et c'est aussi un film aussi, voilà, sur la solitude, sur l'ennui, en fait, dans un contexte post-apocalyptique, mais qui, à mon avis, retranscrit aussi un état d'esprit, une humeur de l'Amérique
l'Amérique du Middle West, enfin l'Amérique qui est hors des grandes agglomérations. Ouais, sûrement. À part le côté agricole, le côté ferme, paumé dans le Kansas ou je sais pas quoi, quand tu es un jeune adulte comme les deux personnages qu'on a là, Ouais, ils tu vois, s'emmerdent. tu dois à mon avis beaucoup t'emmerder quoi. Ouais, c'est Et sûr. c'est un pays dont on sous-estime à mon avis parfois Oui, parce que l'ennui, c'est les un pays États-Unis. immense. Ça, c'est Voilà, sûr tu vois. que quand t'es paumé aux Ouais. États-Unis, tu vois. C'est pas comme en France, quoi. Enfin, en France, peut être paumé, mais bon, t'es vite fait quelque part, en fait. Et puis, le côté zombie, ce que je trouve vachement bien, c'est que justement, les zombies brisent leur monotonie. C'est à double tranchant. C'est-à-dire que tu redoutes l'arrivée des zombies. Parce que tu as peur pour les Mhm. protagonistes, parce que tu les aimes, ces protagonistes. Et en fait, les zombies sont méchants, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas fait de manière ironique, tu vois, le Non. monde zombie dans The Battery. Mais en même temps, ça brise la monotonie. Donc, tu es content quand les zombies ils arrivent, parce que effectivement, c'est des scènes monotones comme ça. Donc, c'est une espèce de truc un peu pervers, comme les faits divers dans ces bleds. C'est-à-dire qu'ils se font chier, mais il y a un fait divers, mon Dieu, c'est horrible, mais en même temps, il se passe quelque chose, tu vois. Ouais, c'est un Donc, peu ça. c'est un peu le même truc, quoi. Et ce que tu dis de la mécanique du film où tu as à la fois des moments d'attente et puis enfin il se passe quelque chose avec les zombies, c'est quelque chose que t'attends dans le fan footage en fait. Tu sais où t'as ces longues plages pour te Ouais. donner une crédibilité sur la vie des personnages où les personnages font un barbecue, C'est vrai. voilà, se brossent les Mais dents, le fond errent de dans la footage, forêt. c'est un côté hystérique qu'il n'y a pas là, hein. Oui, c'est non mais moi je trouve que c'est Mais super je vois ce justement que tu que veux dire, ouais. je trouve ça super justement, c'est qu'on a un film qui aurait pu être un fan footage, il aurait pu très bien construire Oui, ce film comme un fan footage, surtout ouais. à l'époque en 2012, on est vraiment au Ouais, moment où c'était c'est c'était un peu la vague, ouais. ouais, c'était complètement la vague du fan footage pour le meilleur et, à mon Et avis, pour le très pire, souvent pour le pire, hélas. ouais, on est d'accord. Et on aurait pu avoir complètement ça. Jeremy Garner, tu lui files une caméra et voilà, il erre dans la forêt, il dit deux, trois blagues et Ah tout ouais, ça. parce il avait envie de faire un film du cinéma, parce que le film, il est bien Exactement. filmé, hein. Mais c'est bien filmé, c'est un vrai film de cinéma, hein. Ouais, ouais, il y a des cadrages très intéressants où t'as Mhm. parfois un personnage à l'avant-plan et puis t'attends de Ouais, savoir ce qui se passe dans la non, profondeur de champ. c'est bien composé, c'est chouette. Ça Et reste un beau film, quoi. c'est pas plus mal qu'en fait, ce rythme-là de latence et ce côté très réaliste qu'on peut Ouais. retrouver aussi au film, il est pas choisi la forme du found footage, il est choisi de faire Non. un vrai Je crois film. que ça C'est l'intéressait pas. Il voulait, ouais, ce ouais. qu'il voulait faire, ouais, c'était une espèce de road movie un peu statique, mais c'est très réussi. Ouais. Il y a un petit côté Gus Van Sant. C'est vrai, il y a Oui. quelque chose aussi c'est aussi des films sur une génération d'adultes. Bon, la différence, tu vois, t'as cité The Road où t'as un père et un Hmm. fils, là, t'as deux jeunes Américains avec Oui. leur langage, avec leurs Et ça pourrait références presque être un culturelles, comic avec book, hein, pas une ouais, série, tu vois. Ça marcherait pas en série, ce film. Ça, typiquement, tu peux pas en faire une série parce que ça serait non, chiant. Mais un comic exactement. book, une BD, tu fais de ça, ça serait parfait. Voilà, et le côté un peu rock, un peu grunge, un peu sale, un Mais il y a un peu côté kitsch, très quoi. rock'n'roll chez Jeremy Gardner, d'ailleurs, c'est un mec assez grunge. Et il avait fait, 3 ans plus tard, il avait fait un film qui s'appelait Tex Montana Will Survive, qui était une parodie de tous les mecs à la télé, tu sais, qui les survivalistes, Et ouais. qui t'expliquent à la télé, tiens, je vais faire un feu avec un galet et une écaille de poisson, tu vois. Et le film est hilarant, il est super drôle. Mais c'est resté encore, et je crois qu'il a fait un film après qui s'appelait After Midnight en 2019. Et puis c'est tout. Il a disparu de la circulation. Alors après, je sais que pour connaître des gens qui ont essayé de le produire, enfin, tu vois, qui se sont intéressés à lui, etc., il était assez difficile. Enfin, tu vois, c'était vraiment un punk, quoi. Ouais. Donc, à mon avis, il a jamais pu se foutre dans le système. C'est dommage parce que c'est un mec je trouve, super talentueux. Peut-être, je sais pas, c'est peut-être à en discuter, j'ai pas réfléchi, mais peut-être que le numérique a réappris au cinéaste la lenteur. Parce que comme il n'y a plus une question de pellicule, tu vois, Ouais, de peut-être. magasin, ça coûte tant le mètre de pellicule, ils peuvent faire des plans qui durent un quart d'heure et puis prendre ce qu'ils veulent au montage, mais peut-être que tu vois, ça a une incidence sur le montage, sur le choix des plans qu'on retrouve dans The Battery ou Primer d'ailleurs. Des plans qui durent un petit peu plus longtemps que ce qu'on avait l'habitude de voir. Et ce qu'on retrouve maintenant dans le cinéma indépendant américain, hein. Peut-être beaucoup de cassures de rythme maintenant, je trouve, dans les films américains, un peu justement entre exploitation et auteur, où tu as des plans tout d'un coup qui durent, des séquences qui durent. Et ça, je pense que c'est aussi l'apport du numérique. Ça m'a fait penser à un film français, je vais en profiter pour citer un film français, parce qu'il y a aussi des gens qui expérimentent des choses dans le cinéma de genre français. Tu avais vu The Open Bah de oui, Marc Marc Lahor il y a Lahor, une dizaine bien sûr, d'années. c'est super. C'était super et C'est je un trouve qu'il y a super un film. petit peu Ah oui, c'est complètement. un Mais petit peu le même genre de c'est projet. l'école du numérique. Pour moi, Ouais. ça fait partie de cette grande école de cinéastes qui ont commencé avec les caméras numériques et qui ont pu faire des histoires justement qui sont pas, dont
quasiment aucun producteur ne veut et de prendre le temps pour le faire parce que la technologie coûte pas grand-chose et qu'il peut filmer autant qu'il veut. Il n'y a pas de problème de magasin, de pellicule. Et effectivement, oui, je trouve que c'est un très très bon parallèle. The Open, excellent film de Mark Lord, qui est une partie de tennis, alors que le monde s'est effondré, quoi. Et il faut gagner Roland Garros, mais Roland voilà. Garros n'existe plus, le monde n'existe plus. The Open, ouais, c'est mortel, vraiment. Et voilà, ouais, c'est le même style de film, ouais, complètement. Voilà, donc on conseille The Open, on conseille bien évidemment The Battery, qu'on trouve facilement, qui est facilement visible en version originale sous-titrée. Je pense, toi, les gens qui y vont pour le gore et l'action vont être déçus, quoi. Mais même s'il y a un peu de gore quand même. Ouais, il y a un peu de gore et puis voilà, il y a surtout ce final, cette dernière demi-heure du film qui est vraiment concentré, circonscrite à la voiture, à l'habitacle d'une voiture. Excellent. Et voilà, c'est un tour de force aussi de réussir à faire une scène finale même qui dure presque une demi-heure dans une bagnole. Entièrement dans une bagnole, quoi. Avec juste 2 personnages et une horde de zombies qu'on entend derrière les vitres. C'est un super film. Early Grace's Black Dahlia Theory, June 23rd. Okay, now, I'm betting he's still alive. Real old, living in a trailer park or something, somewhere. But he's alive, see? Now, he's thinking about what he done, going over it and over it and over it in his head every night, figuring how smart he is for getting away with it. Mélanie, on termine avec California, un film réalisé par Dominique Sena et sorti en salle en 1993. Je précise que c'est un film propaganda film parce que Dominique Sena vient de l'écurie Propaganda, ça fait partie de ces réalisateurs qui a commencé dans la pub et dans le clip. Donc Propaganda, c'était une grande agence de pub avec différents talents dont David Fincher, Michael Bay, Alex Proyas notamment. Donc ça nous a donné aussi des réalisateurs aux carrières assez remarquables. Dominique Sena peut-être un peu moins, c'est le réalisateur de 60 secondes chrono et de Opération Espadon, mais un premier film très intéressant. Est-ce que tu peux nous faire le pitch de California? Alors, le pitch de California, en gros, c'est un couple très, on va dire, urbain, intello, qui est joué par David Duchovny et Michel Forbes, ou Forbes, je ne sais pas comment on dit, qui, pour X raisons, veut faire un voyage en Californie. En fait, c'est pour que David Duchovny, donc il s'appelle Brian, il me semble, dans le film, fasse un livre sur les tueurs en série. Et comme elle est photographe, en gros, elle va l'accompagner et prendre des photos des lieux, des scènes de crime, quoi. Et donc, comme ils n'ont pas beaucoup d'argent parce que, bah voilà, c'est des intello artistes, donc ils cherchent des covoitureurs, quoi. En gros, c'est une sorte de blablacar qui va mal tourner. Et évidemment, qui répond à l'annonce, un autre couple, joué par Brad Pitt, qui s'appelle Hurley dans le film, et Juliette Lewis, Adele, qui eux sont white trash, on va dire, vraiment, voilà, ils vivent dans une caravane, ils sont dans la délinquance, voilà, etc. Et donc, ils vont faire le voyage ensemble et ça va dégénérer. Bah, j'essaye de pas tout raconter. Non, on raconte pas tout, puisque tout l'intérêt, c'est de savoir jusqu'où va aller cette virée en enfer. Donc, intéressant, moi je connaissais ce film, mais j'avais pas percuté que c'était Dominique Sena, donc qui après a fait des productions très différentes de celle-là. Alors, je sais pas comment l'aborder. Moi, je dois t'avouer que j'ai pas passé un moment extraordinaire devant ce film. J'ai trouvé que c'était un énième film sur qu'est-ce que le mal est-il fondamentalement ancré dans les humains, est-il dû à notre société? Je trouve que les personnages sont assez caricaturaux, si tu veux, et que en fait on pourrait évoluer vers quelque chose qui remet en question les a priori qu'on a sur ces personnages, et finalement non, en fait, au bout de 1h50 de film, à la fin t'en es toujours au même point, que je les trouve aussi exaspérants les uns que les autres, en fait, tous les quatre, que ce soit les bobos ou que ce soit les white trash. Toi, pourquoi t'as choisi de parler de ce film? Alors, il est sorti en 93, moi je l'ai vu un peu après, j'étais ado, et j'étais fan d'X-Files, et j'étais fan de Brad Pitt, évidemment, et j'étais fan de toute la constellation Tarantino, tout ça, donc Juliette Lewis, ses looks très stylisés sur les nanas, voilà. Et en fait, pour moi, Brad Pitt, c'était vraiment le beau gosse, c'était Et au milieu de Colline Rivière, c'était Légende d'automne, c'était ces trucs-là de... Héros romantique, presque. Ouais, c'est ça, et puis vraiment le beau gosse, quoi. Et je crois que c'est ce film-là où je me suis dit, c'est bête, hein, parce que pourtant, en le revoyant, effectivement, c'est très, très caricatural, mais je crois que c'est ce film-là où je me suis dit, ah, mais c'est un super acteur. Alors qu'en fait, quand je l'ai revu, je fais, bon...
Mais j'étais pour une adolescente. D'un coup, je me suis dit, mais en fait, il peut jouer plein d'autres choses que des beaux gosses plus ou moins romantiques, plus ou moins larmoyants, plus ou moins amoureux de quelque chose. Là, il joue un affreux type qui n'a absolument aucun bon côté, à part qu'il est un peu beau, mais encore, bon, il est pas trop. Bah, enfin, il y a quand même la scène où il creuse un énorme trou pour une raison complètement absurde, parce qu'après, il balance un corps à la surface de cet énorme trou sans même le reboucher, donc ça n'a aucun sens. Il aurait mieux fait de le jeter direct au-dessus de la terre, ça aurait été pareil. Mais il est torse nu sous la pluie, voilà. Donc ça, je m'en souviens très bien ado. Donc tu m'as demandé de choisir des films que j'aimais pour des raisons parfois absurdes. Là, c'est une raison complètement absurde d'adolescente qui découvre ses acteurs préférés dans des rôles inhabituels à l'époque pour eux. Cela dit, Brad Pitt n'a pas joué tant de super méchants que ça non plus par la suite. Enfin, à ce niveau-là de méchanceté, je suis pas sûre qu'il y en ait tant que ça. Même, Non. je suis en train de réfléchir, je crois qu'il y en a même pas. Il joue des plus ou moins sympas, mais là, c'est vraiment un tueur psychopathe, violeur, etc. Et donc, je pense que c'est vraiment ce truc de caricature, justement, moi, qui me plaisait bien. Et tu l'as dit, il y a vraiment cette esthétique clip aussi qui était très années 90, je trouve. On dirait un épisode de une série de l'époque aussi, c'était Les Dessous de Palm Beach, des espèces de séries comme ça où tout est caricatural, mais en fait, et il y a des affreux méchants et tout. Et il y avait quand même une ambiance un peu à la Fincher quand même, en tout cas dans les couleurs, le truc hyper stylisé, un truc vraiment d'époque en fait, qui aujourd'hui fait très daté, je trouve, mais qui était vraiment, pour moi, c'est vraiment le film de cette période-là du cinéma américain, avec ouais, ce truc aussi de zéro second degré, tous les personnages sont très exaspérants, t'as raison, même David Duchovny, enfin même, surtout David Duchovny. Surtout David Duchovny. Mais je sais pas, c'est un film que j'aime bien. Et il y a une scène quand même qui m'a marquée. Il y a un moment où Brad Pitt va, donc Early dans le film, va se retourner même contre sa compagne Adèle. Et ça, je l'ai retrouvé en le revoyant, donc j'étais contente. Il y a un moment où son regard, il change. Le regard de Brad Pitt change vraiment. Et c'est là que là, on se dit, ok, il va la tuer. Mais juste avant, c'était pas le cas. Il l'a regardé avec un tout petit peu d'affection, si on peut dire, vu le personnage. Mais quand même, il y a des moments où je trouve qu'il envoie quand même Brad Pitt dans le film. Mais moi, le problème, c'est pas tant le travail que fait Brad Pitt sur ce personnage. Je suis d'accord, hein, il est très bien. Ils sont tous très bien. Hein, c'est des bons acteurs. Hein, le quatuor d'acteurs qu'on a là, d'acteurs et d'actrices, ils sont très très bien. C'est l'écriture des personnages qui en fait manque de subtilité. Surtout, n'évolue pas pendant 1h50, comme je te dis. Moi, c'est ça qui me dérange. David Duchovny, je trouve que c'est un acteur super. Alors, ils sont tous très sexy. Hein, et je trouve presque que David Duchovny est plus sexy que Brad Pitt. Et c'est un film effectivement, comme on dit, de clipper, avec une super photo. C'est vrai qu'on peut quand même reconnaître la photo de Bojan Bazeli, qui était vraiment l'un des meilleurs chefs opérateurs de l'époque, qui apportait énormément d'identité aux films sur lesquels il travaillait. Tu vois, il y a eu le Body Snatcher de Abel Ferrara à peu près à la même époque. Beaucoup de gens ont dit, en fait, c'est pas un film de Abel Ferrara. Abel Ferrara, il était complètement crevé par ses addictions à la drogue notamment et l'alcool. Et c'est un film de Bojan Bazeli. On a parfois dit ça de certains projets, et c'est vrai que ça compose des images quelque part effectivement entre Tony Scott pour le côté true romance, pour le côté c'est une Americana aussi comme on appelle ça, un récit sur les routes américaines comme ça, quelque part entre Tony Scott, un peu de Tarantino, True Romance c'était scénarisé par Tarantino d'ailleurs, et effectivement David Fincher d'une certaine façon. Ça compose un spectacle assez intéressant. Le pitch de base est assez alléchant en fait, mais pour moi c'est davantage la façon dont le récit évolue qui me pose problème. C'est qu'à la fin, je vais laisser les spectateurs découvrir qui survit pas, par quels épisodes traumatisants passent les personnages, mais à la fin t'as David Duchovny, c'est insupportable parce que il est toujours aussi mou, un peu hébété, et tu dis mais t'as pas évolué pendant 1h50, tu viens de traverser un truc traumatisant et t'es là, t'es toujours le même crétin dépassé par les événements. Il fait son Fox Mulder, tu vois, il est comme ça toujours Fox Mulder, le héros de X-Files, où il était comme ça très un peu neutre quoi, à raconter monocorde. avec voilà, c'est ça, merci, monocorde, à raconter les épisodes et les trucs complètement fous qui se passent dans X-Files avec des conclusions très morales. Ouais, non, il y a ce truc-là, mais je pense que c'est vraiment le film d'une époque, quoi. Et c'est ça que j'aime bien dans le film. Moi, j'aime bien les films comme ça qui sont le produit des pires choses du moment. Aussi, c'est un peu le début, je pense, des espèces de fascination pour les tueurs en série. Finalement, ça le met en scène de façon un peu... je sais pas si ça dénonce, mais ça joue vraiment sur ce côté-là. On va revoir après, il y en a plein des films de tueurs en série, mais donc
Il y a une fascination aujourd'hui, les frères Menendez, Jeffrey Dahmer et tout ça. Enfin, je pense que ça vient un peu de là aussi, de tous ces films qui ont stylisé comme ça les tueurs affreux en série. Et le personnage de David Duchovny, en fait, il y a ce truc où il assume pas du tout ses obsessions personnelles, il assume pas du tout de prendre du plaisir à tirer avec un pistolet. Ouais, et peut-être que sa nonchalance à David Duchovny, elle est de cette époque aussi, elle représente aussi cette époque, l'état d'esprit d'une génération, la façon de représenter, et là encore, de rendre cool, de rendre sexy cette génération d'acteurs. Moi, le problème aussi, si tu veux, c'est que par rapport aux films de serial killer, par rapport aux grandes figures de tueurs, de criminels fascinantes, je trouve pas que le personnage d'Hurley soit si fascinant que ça, finalement. Tu vois, il tue, c'est par instinct de survie presque, il sait rien faire d'autre pour sortir d'une situation qu'égorger quelqu'un. Ça le rapproche davantage du criminel loser qui a inspiré le bouquin de Truman Capote de sang-froid que du grand serial killer complexe et fascinant. Et c'est vraiment... Ah mais c'est nul. Et attends, si tu te souviens bien, c'est la conclusion exactement de notre ami Duchovny. Hein. Oui. C'est-à-dire qu'à la fin, il se dit, bon, bah en fait... C'est nul. En fait, c'est nul. En fait, il n'y a pas de raison. Non, mais c'est vrai. Ouais. À la fin, en fait, il se dit, bah finalement, je ne sais pas en fait pourquoi les gens y tuent. Et peut-être que dans un autre contexte, il n'aurait pas tué des gens et peut-être pas. Enfin, moi, c'est ça que j'aime bien dans le film, c'est que c'est un peu absurde, quoi. Effectivement, tu te dis, mais à quel moment il est obligé de faire ça aussi violemment, de façon aussi graphique et tout. Enfin, il y a une espèce de truc où le réal, il se complaît aussi dans dans la mise en scène, dans la violence. Mais tu vois, pour parler aussi de Juliette Lewis, bon, je trouve qu'elle est pas gâtée par ce rôle, Juliette Ah non, Lewis. elle fait souvent ça quand même. Hein. La pauvre, pour le coup, c'est vraiment une actrice, je pense, qui a du mal à se sortir de ses rôles de nana naïve. Ouais, mais je trouve que ça a quand même plus d'ambiguïté dans les autres rôles qu'elle a fait. Là, elle est vraiment dépeinte comme une attardée mentale, en fait. C'est une enfant de 7 ans dans le corps d'une jeune femme. Ça va pas plus loin que ça, et c'est au bout d'un moment, c'est vraiment crispant, tu vois. Alors, on comprend qu'elle est comme ça parce qu'elle a des traumatismes, que c'est un personnage brisé, on peut dire. Elle a subi les violences de la part d'hommes prédateurs, mais voilà, le jeu de Juliette Lewis, et je pense que ça vient de la direction d'acteur de Dominique Sena, je dirais que ça finit quand même par se retourner contre le personnage. Et c'est dommage parce que oui, moi je peux comprendre, c'est un archétype de cinéma, je trouve pas que ce soit dégradant de proposer ce genre de rôle à une femme, hein. Si elle arrive à créer de l'émotion autour de ça, voilà, je rejette pas complètement ce genre de personnage, mais là, ouais, c'est quand même brossé à gros traits. Mais cela dit, c'est aussi un film qui parle de... Tu disais, c'est un film sur ce que c'est que le mal absolu, tout ça, mais enfin, c'est aussi un film qui questionne ce que c'est que le mal avec un E, parce que tu as tout ce truc autour de la virilité qui est questionné, parce que, ben voilà, d'un coup, est-ce que la virilité, c'est aux États-Unis, hein, on est comme, voilà, est-ce que c'est de savoir tirer avec un pistolet sur des canettes posées sur un rebord de fenêtre, ou bien est-ce que c'est d'avoir la plus belle nana? Enfin, effectivement, c'est quand même un film, voilà, sur la masculinité toxique, comme on dit aujourd'hui. Oui, je suis d'accord. Absolument pas un film, même si le personnage de Michelle Forbes, pour le coup, et disons qu'il est un peu plus intéressant d'un point de vue voilà, de ce que ça représente comme personnage féminin, parce que c'est quand même elle voit tout de suite que ça va pas. Oui. Par exemple, typiquement, c'est un peu la Hélène Ripley tu vois, elle dit non mais faut pas y aller en fait là dès le début, et l'autre il écoute pas. Donc comme mais en fait, c'est presque elle la protagoniste du film. C'est pas, ça devrait être elle qui a le premier rôle en fait, parce que c'est de son point de vue que tu es. En tout cas, c'est de son point de vue que tu adoptes au fur et à mesure du film. Donc pour moi, oui, c'est clairement le personnage le plus sensé, le plus raisonnable, et c'est celui avec lequel tu rentres en empathie et que tu vas le moins questionner dans le récit. C'est un truc à rajouter au débit, on va dire, du film, et à ce qui le rend énervant, mais moi j'aime bien les films énervants des fois, c'est effectivement que c'est elle qui est la plus intéressante, c'est elle qui presque agit le plus, essaye de comprendre, notamment Adèle, Juliette Lewis, et en même temps, c'est toujours la voix monocorde de Duchovny qu'on entend raconter l'histoire. Donc il y a cette espèce de truc aussi où on lui refuse le point de vue, tu vois, quelque part. Mais ça, c'est le traitement des personnages féminins dans les années 90 très très souvent. C'est l'anti-Thelma et Louise, quoi, ce film. Mais on a ce personnage qui devrait avoir une place qu'il n'a pas. Mais voilà, c'est un film, encore une fois, je pense que c'est vraiment un produit de son époque, quoi, et que ça, avec tous les défauts que ça comporte et les énervements que ça occasionne. What the hell is that? That is strange. What is? What are you guys looking at? Looks like the sunset to me. No, Greg, that's east. Sunset behind us 20 minutes ago. Well, what do you think it is, then? Maybe a fire, maybe a plane crash in the woods? Yeah, plane crash. It could be.
Bonsoir Christophe. Bonsoir Jean-Baptiste. Alors toi tu as choisi de parler d'ufologie, hein, une sombre affaire qui nous amène à parler de visiteurs extraterrestres. J'ai l'impression qu'il est plus connu sous son titre original aujourd'hui qui est Fire in the Sky. Oui, absolument. Réalisé par Robert Lieberman et sorti en salle en 1993. Alors attention, déjà ce n'est pas sorti en salle en France. Si c'est sorti en salle aux États-Unis, à mon avis c'est quelques salles quoi. C'est pas une grosse sortie, hein. C'est une série B, hein. C'est un petit film. Alors je sais que t'es pas très à l'aise pour faire les pitchs des films, mais est-ce que tu pourrais au moins peut-être nous resituer le cas Travis Walton, comme je sais que tu t'intéresses à l'ufologie, qui est le cas que raconte justement ce film Fire in the Sky? Alors déjà, il faut savoir que moi, ma grande passion après le cinéma, c'est l'ufologie. Ce sont la vie extraterrestre, les ovnis, depuis que j'ai 14 ans. Et parmi tous les cas, et ce serait trop long de les raconter, qu'il y a eu en 50 ans d'ufologie, celui qui m'a le plus fasciné, c'est le cas Travis Walton. Donc Travis Walton, c'est un Américain qui, en compagnie de collègues bûcherons, allait dans les bois en Arizona, allait dans les bois pour aller faire leur boulot, quoi. Quand soudain, qu'est-ce qui apparaît dans le ciel? Une espèce d'immense lumière. La lumière arrive vers les bois et là, il y a un engin énorme qui apparaît au milieu des bois, dans une clairière apparemment. Tous les bûcherons, ils étaient 5, je crois, sont complètement fascinés par cette apparition. Tout le monde prend peur en regardant ça, sauf Travis Walton qui, comme s'il était attiré par cet engin, marche, va sous l'engin et là est aspiré par l'engin, se retrouve dans le vaisseau et le vaisseau se casse. Quand on dit ça, c'est presque grotesque. C'est-à-dire que tu te dis, mais c'est ridicule, enfin, c'est pas vrai, quoi. Sauf que c'est devenu entre-temps un des cas les plus fascinants de l'ufologie, puisque les bûcherons, voyant leur ami se faire abducter, comme on dit, se cassent de la clairière, vont au poste de police, déclarent ce qui s'est passé. Évidemment, personne ne les croit, sauf que Travis Walton ne revient pas et qu'ils sont soupçonnés pendant des jours et des jours d'avoir tué Travis Walton pour une raison ou pour une autre et d'avoir enterré le corps. Donc, il se passe sous détecteur de mensonges et tout ça, on le voit dans le film. Hein. Et les détecteurs de mensonges, visiblement, ils ont l'air de ne pas mentir, etc. Donc, jusque-là, évidemment, on s'apprêterait presque à les condamner, sauf que Travis Walton, tout coup, revient. C'est-à-dire qu'en fait, le bûcheron, Travis Walton, s'est retrouvé à plusieurs kilomètres de là, en pleine nuit, plus ou moins couché sur la route ou en bord de route, se lève et va à une cabine téléphonique et ne comprend pas ce qui s'est passé. Il ne se souvient de rien. Donc, du coup, il y a tout un bins, les flics, le machin, etc. Et on le fait revenir en arrière par des... Une séance d'hypnose, quelque chose comme ça. Ouais, une séance d'hypnose, machin. Et là, il est en train de dire que j'ai été aspiré dans un vaisseau, on a fait des expériences sur mon corps, etc. Et voilà. Sauf que pour lui, ce truc-là n'a duré que le temps de cette expérience, alors que dans la réalité, il s'était passé une semaine qui était ressentie sur son corps, puisqu'il avait de la barbe, il était un peu différent physiquement. Voilà, quand on lui a dit, ça fait une semaine qu'on vous cherche, on pensait que vous étiez mort, il dit, mais non, je pensais que cette histoire n'avait duré que 2 heures. Et dans le cas des abductés, ceux qui se sont kidnappés par les extraterrestres, alors je parle au premier degré, on appelle ça un missing time, on appelle ça le temps manquant, ce qui arrive dans beaucoup de cas, non pas de rencontre du troisième type, rencontre du troisième type, c'est quand tu as un contact direct avec des extraterrestres, ou ceux venus d'en haut, ou une entité mystérieuse. Et il y a déjà eu des histoires de missing time, mais juste avec, par exemple, un engin ou un ovni qui passe au-dessus d'une voiture, et la personne qui conduit la voiture réalise, après le passage de l'ovni, qu'il a fait un bond de 70 km. Alors que pour lui, 5 minutes ou 10 minutes se sont passées. Donc on appelle ça un missing time. Donc ça, c'est l'histoire de base. Travis Walton existe toujours. Depuis, il a sorti un bouquin, il fait des conférences partout aux États-Unis. Évidemment, comme il se doit, beaucoup doutent encore de son cas, d'autres non, parce qu'il dit, mais c'est vrai qu'il a l'air d'être vraiment sincère, il a vraiment vécu quelque chose. Oui, je crois que c'est le cas de Peter Berg, qui joue un des bûcherons qu'on connaît aujourd'hui en tant que réalisateur, et qui là, en 93, était encore dans sa carrière d'acteur. Peter Berg a déclaré en interview qu'il avait rencontré Travis Walton, et qui lui avait semblé sincère. Il y a une interview sur YouTube de Travis Walton, qui est assez intéressante, où je crois qu'il est même pas en train de dire j'ai été kidnappé par les Martiens. Il dit juste voilà ce qui m'est arrivé. J'ai été kidnappé, j'ai vu des créatures bizarres, tout ça un peu flou. C'est comme si on t'avait retourné le cerveau. Alors après, tu as ce Robert Lieberman qui fait ce film qui s'appelle Fire in the Sky.
donc le feu dans le ciel, le feu correspondant à cette apparition lumineuse avant qu'on ne s'aperçoive que ce soit un vaisseau. Et le film est extrapolé quand même, c'est-à-dire qu'il y a toute la première partie visiblement qui se rapproche de la réalité. Et ce qui est très très impressionnant dans le film, c'est l'intérieur du vaisseau extraterrestre et ce qu'ils font sur le corps de Travis Walton. Et là, tu as une séquence de 10 minutes ou un quart d'heure qui est un pur cauchemar visuel, super étonnant, indescriptible, où tu vois que Travis Walton, enfin l'acteur qui le joue, est dans une espèce de cocon, qui déchire le cocon, qu'il est dans une espèce d'immense vaisseau où il y a d'autres cocons, où il y aurait d'autres abductés, et c'est vachement bien. Ouais, il y a un travail sur ces textures qu'on n'arrive pas à analyser. Exactement. On sait même pas où est le haut, le bas. Exactement. Il y a même un problème de gravité. Ouais. C'est très bien rendu, cette espèce de confusion sensorielle de Travis Walton à ce moment-là, et vraiment essayer de créer un décor qui est pas du tout un décor folklorique de la science-fiction des années 50-60 avec des boutons qui clignotent, voilà. Non, pas du tout. de la musique Comme au si le vaisseau était lui-même vivant, en fait. Voilà, c'est ça. Il y a presque quelque chose d'organique, en fait, dans les textures, dans cette membrane, dans ces cocons, qui nous rapproche peut-être plus de vision à la Giger, quoi, de vision façon Alien ou autre. Donc c'est vrai que c'est assez fort. C'est surtout surprenant parce que ce Robert Lieberman, c'est surtout un réalisateur de télé. C'est un téléaste. Anodin, personne ne le connaît. Il fait que des téléfilms ou des épisodes de séries. Voilà. Et tout d'un coup, il te sort cette série B, parce que c'est une série B, en fait. Très bien réalisée, à l'ancienne. Enfin, le film date de 30 ans, quand même, plus de 30 ans, je crois, qui est sorti donc directement chez nous, d'abord en VHS et puis en DVD. Et pour moi, c'est devenu, bon, moi qui suis fasciné par tout ça, c'est devenu le deuxième film d'extraterrestre, entre guillemets, réaliste, entre guillemets, après Le Rencontre du troisième type de Steven Spielberg, qui lui-même est aussi un film engagé sur l'éventuelle vie extraterrestre et engagé sur le fait qu'ils viennent jusqu'à nous pour nous contacter, puisque Spielberg lui-même a toujours été passionné par ça, y compris quand il était ado, puisque quand il était ado et qu'il faisait ses courts-métrages, ses moyens-métrages et même ses très longs-métrages en 16 mm ou en Super 8, il avait fait un film autour de ça déjà qui s'appelait, je me demande, ça s'appelait pas Fire in the Sky d'ailleurs. Et dans le film de Spielberg, il y a beaucoup de références à la réalité des cas observés. Oui, c'est-à-dire que dans le film de Spielberg et un peu aussi dans le film de Lieberman, c'est un peu le robot portrait type de ce que pourrait être un extraterrestre par rapport à ceux qui en auraient vu, comme Jimmy Guilleux, qui était un fou furieux, qui faisait des bouquins là-dessus, des bouquins de fiction, qui lui les appelait les petits gris. Mais alors là, on parle d'extraterrestres, on parle de toute cette imagerie, de tous ces fantasmes. Il y a bien sûr, grâce à cette séquence dans le film, c'est présent et je veux dire, le côté science-fiction du film est appuyé par ce passage-là et par d'autres séquences de flashback et d'autres effets mise en scène. Mais une grosse partie du film, c'est quand même avant tout, comment dire, l'étude psychologique des personnages qui ont subi ça, Travis Walton et ses 4 potes qui ont été témoins de ça, et comment en fait on vit de se retrouver au centre d'un fait divers davantage. Voilà, comment on se retrouve acteur d'un phénomène paranormal et tout ce qui va autour de ça. Est-ce qu'on nous croit, est-ce qu'on nous croit pas? On va dire que le protagoniste de l'histoire, en tout cas dans une première partie du film, avant que Travis Walton réapparaisse, c'est Robert Patrick, qui est un peu le chef de la bande, on va dire. Et Robert Patrick a même du mal à convaincre sa propre femme que ce qu'il a raconté au shérif est vrai. Et puis ensuite, donc, ce groupe de potes va être vraiment ostracisé, va être vraiment pointé du doigt parce que la première hypothèse, les flics, ils l'ont tué. Il y a un des bûcherons qui est joué par Craig Sheffer, on a compris qu'il y avait une animosité entre eux, donc on se dit, mais c'est quoi? C'est lui qui a buté Travis et vous le couvrez? Enfin voilà, c'est vraiment un truc qui leur tombe dessus et comment ils arrivent à vivre ça dans cette petite ville américaine, avec en plus l'arrivée d'un agent spécial détaché pour ça qui est joué par James Garner et qui va pas les lâcher, va vraiment être sur leur dos pendant tout le truc jusqu'à ce qu'il craque. Même à la fin du film, on sent que lui n'y croit toujours pas, quoi. Continue à penser que ce sont aujourd'hui encore, moi comme ça m'intéresse depuis des années, j'aimerais penser à le croire, comme la phrase que j'adore, la tagline aux frontières du réel. Exactement, aux frontières du réel. I want to believe. Alors c'est I want to believe, dont il y a le fameux poster avec une soucoupe volante et il y a marqué au-dessus I want to believe, c'est un poster ultra connu. Moi j'aime bien aussi la phrase, je crois que la phrase française c'est la vérité est ailleurs. Ah oui, la vérité est ailleurs. Et la vérité est ailleurs, c'est quelque chose que j'adore parce que même en étant passionné par ça, même en étant passionné par tout ce qui est mystérieux, même dans la vie en général, quoi qu'il se passe, au final du final, j'aime bien à penser que non, mais vous pouvez dire ce que vous voulez, mais la vérité est ailleurs. Et encore une fois, le mec, il est bûcheron, il s'intéresse pas aux ovnis. Pourquoi ils auraient monté avec ses potes cette entreprise-là? Alors après, c'est peut-être autre chose. C'est peut-être des engins américains top secret avec le mec qui font des tests sur des gens pris au hasard dans la foule, enfin dans le pays. On parle de ça aussi. C'est peut-être une drogue qu'ils étaient
tous, c'était une des théories, je crois d'ailleurs, c'est-à-dire qu'ils sont tous shootés, ils ont tous pris une drogue, des champignons, ils ont tous imaginé tout ça. Ouais. Après, Mais c'est vrai qu'on est obligé de préciser que c'est un fait divers qui a eu lieu en 75. Hein. On est peut-être aussi 75. à une époque. Baba cool. Voilà, tu vois ce que je veux dire, en post-Baba Cool où bon, Post au stock. on peut imaginer que si en tout cas il n'y a pas des champis ou des produits chimiques, il y a en tout cas un joint qui traîne ou quelque chose comme ça qui peut effectivement discréditer Un joint qui leur. traîne, je pense pas que ça fasse tout ça. Non, mais bon, je veux dire, la police, les autorités se serviraient de ça pour, tu vois, les décrédibiliser, quoi. Ah oui, moi, étant passionné d'OVNI, pendant 40 ans de ma vie, dès que je disais juste le mot OVNI, on me disait ah, t'as fumé quoi, toi? Alors, il faut savoir aussi que par rapport à ça, aux OVNI et même au paranormal en général, la France est le pays le plus cartésien là-dessus. Ouais. C'est-à-dire qu'il n'y a pas ça au Mexique, surtout pas au Mexique, il n'y a pas ça aux États-Unis, les gens sont beaucoup plus ouverts là-dessus. En France, non. Tu disais qu'en France, on est les plus cartésiens sur la question, mais on a quand même eu un film intéressant qui est sorti cet été, Oui. Valençol 1965, de Absolument. Dominique Filol, c'est ça le nom de Dominique réalisateur? Filol, alors c'est le premier. C'est le premier film en France, en tout cas basé sur un fait divers réel. Ce qui s'est passé, c'est qu'en 65, un paysan, un bûcheron, un paysan, voit dans le sud de la France, voit dans son champ un objet atterrir, donc de taille d'un camion, je crois, et trois espèces d'êtres de forme plus ou moins robotique sortir. Et il est paralysé, il peut rien faire, il voit ça, et puis les créatures retournent dans le vaisseau se casse à toute allure, et là, c'est reparti comme dans Fire in the Sky, avec ce mec qui il a rien demandé à personne, qui n'était pas du tout intéressé par ça et qu'on commence à traiter de fou dans son village. Et Dominique Filleul, que je ne connaissais pas, j'ai fait sa rencontre récemment, j'étais le voir, est un mec qui fait des clips, qui fait des courts-métrages aussi et qui est passionné par ça aussi et qui a fait deux documentaires absolument génial où il a fait des interviews en France de militaires, de scientifiques, etc. C'est les meilleurs documentaires que j'ai vus en tout cas en France faits sur le sujet. Bon, on peut pas dire qu'il y en a beaucoup en France. Et lui est tellement passionné par ça qu'il a fait un film de fiction sur l'histoire de Valençol, mais qu'il a fait avec très peu d'argent, donc les moyens du bord, et qui est sorti cet été et qui n'a pas vraiment marché. Mais c'est officiellement le premier film engagé sur ce thème qui a été jamais fait en France, quoi. Alors qu'aux États-Unis, les films d'extraterrestres, de science-fiction, ça date depuis toujours. Hein. Donc, surtout les années 50, où il y a eu une grande vague de films comme ça. Mais, plus ou moins réaliste, plus ou moins. Dans les années 50, il y avait d'un côté les nanars absolus et de l'autre côté des classiques comme Le jour où la Terre s'arrêta, La guerre des mondes, dont Spielberg a fait le remake. Voilà quoi. Mais là, ce qui est bien dans Fire in the Sky, c'est que c'est vraiment le portrait d'une Amérique rurale, en fait. Oui. C'est ça qui est très intéressant, c'est que c'est vraiment le décor du film est vraiment un décor, quotidien de cette Amérique-là où on a le diner, où on a effectivement les bûcherons, tout ce décor. Le côté légèrement redneck, moi j'adore, c'est qu'on retrouve dans certaines séries B non science-fictionnaises des années 70 et qu'on retrouve aussi dans le film de Dominique d'ailleurs, puisqu'on explore la psychologie des habitants d'un petit village de Provence qui sont confrontés à un des leurs qui aurait vu un objet spatial avec des extraterrestres. Donc ils s'intéressent, comme dans le film de Lieberman, aux réactions qu'on peut avoir face à un fait divers hallucinant comme celui-là. Et puis il y a une force dans le film aussi. Il a un atout majeur aussi dans le film. Je pense que c'est aussi la photographie qui est de Bill Pope. On est obligé de le citer, qui est un merveilleux chef opérateur. Et je pense que c'est ça aussi, à la fois pour représenter donc cette Amérique rurale et en même temps aussi donc pour mettre en scène des images de science-fiction. C'est merveilleusement mis en image par Bill Pope, qui après a travaillé avec les Wachowski, qui a travaillé avec Sam Raimi. Voilà, un super chef opérateur. Et d'ailleurs, je trouve que c'est intéressant, tu vois, pour parler plus largement des extraterrestres, de la mythologie, de l'ufologie dans le cinéma. C'est intéressant parce que soit on bascule clairement dans de la science-fiction avec un côté, tu vois, je veux dire, appareil blindé d'ordinateurs, de créatures fantastiques, de robots, de choses comme ça. Soit on entre dans quelque chose d'un peu plus étrange. Et là, à Fire in the Sky, on est davantage dans une construction de films fantastiques, en fait. Le phénomène dont sont victimes ce groupe de bûcherons qui ont du mal à gagner la confiance de la communauté autour d'eux. Tu vois, ça pourrait appartenir à une autre mythologie. Ils auraient pu apercevoir des monstres octoniens, des fantômes, des apparitions démoniaques. Et donc là, on est dans une espèce de zone entre le fantastique et la science-fiction. Et je trouve que c'est intéressant parce que l'extraterrestre, ça peut prêter à ça. Tu vois, je pense à des films comme... les nains auxquels je pense tout de suite, c'est Les monstres de l'espace. Je sais pas si tu connais, c'est un vieux film de la Hammer Film qui a été scénarisé par un grand scénariste qui s'appelait Nigel Neal. Et l'histoire, c'est que le film commence, il y a des constructions dans
le métro londonien. Et dans les décombres du métro londonien, on retrouve une étrange créature insectoïde. Et de là, il y a tout un truc comme quoi cet insecte qui en fait est concrétisé, c'est-à-dire en fait ce qu'on avait pris pour le diable dans les siècles auparavant, parce qu'il a un côté insectoïde qu'on pourrait prendre pour le diable. En fait, le diable, c'était cette créature-là. Et de fil en aiguille, ils s'aperçoivent que non, que le diable, en fait, c'était un extraterrestre. Un vaisseau s'était craché, a été recouvert par les constructions du métro londonien. Et je crois qu'il y a le vaisseau dedans, je me souviens, je n'ai pas vu le film depuis 30 ans. Et en fait, on passe d'un mythe à l'autre. Et ce que tu dis sur le film de Lieberman, c'est ça. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de dire, ça y est, les extraterrestres arrivent, je ne sais pas, basique. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, ça peut être aussi dans le cerveau de Travis Walton, une expérience américaine. On dit beaucoup de tout ce qu'on voit dans le ciel aujourd'hui en termes d'OVNI. On dit aussi que ce sont des essais américains ou chinois ou russes de vaisseaux qui vont bientôt prendre vie. C'est ce qui s'est passé, par exemple, avec la vague belge des années 90, où on voyait des triangles volants qui correspondent un peu aujourd'hui à l'avion furtif américain qui va à des vitesses hallucinantes. C'était peut-être des tests pour les avions furtifs. Mais tout le monde se renvoie la balle. Donc ils disent c'est les Chinois ils disent c'est les Russes ils disent c'est les Américains. Et voilà. Mais c'est quand même pas le sujet du film de Lieberman. Le film de Lieberman, il s'inspire juste d'une histoire d'abduction. Et il en fait, il l'extrapole un peu, notamment sur ce qu'il y a à l'intérieur du vaisseau. Et Travis Walton lui-même, dans ses interviews, dit « Ah non, c'était pas du tout comme ça. C'était comment? Ah, je peux pas définir, c'était plus étouffant, comme un cauchemar, en fait. » Il y a un autre film aussi qui joue sur une frontière un peu poreuse entre fantastique et science-fiction. C'est un film que tu connais bien parce que je crois que ton fanzine empruntait son titre à ce film qui est Fantasme, en fait, de Don Coscarelli. Oui. Quand on commence Fantasme, on a l'impression vraiment d'être dans un décorum, dans une ambiance de film d'horreur, de film fantastique, héritier du gothique, on va dire. Et puis, on se rend compte qu'en réalité, la menace qui hante ce mausolée, là, cette chambre funéraire, est en fait intersidérale, quoi. Fantasme, c'était un choc parce que on n'avait jamais vu ça dans le film américain de ces années-là. Nous, on était dans Halloween. On a vu un film d'auteur expérimental complètement fou qui s'inspire plus de Luis Buñuel que de George Romero, quoi. En gros, c'est une rêverie, Fantasme. C'est un cauchemar d'1h30. D'où la phrase sur l'affiche, la meilleure tagline que j'ai vue de ma vie. C'était « Si ce film ne vous fait pas peur, c'est que vous êtes déjà mort ». C'est génial comme tagline. Et le film correspond tout à fait à cette tagline, quoi. Donc moi, c'est ça que j'aime beaucoup dans le cinéma, c'est quand on commence un film sans savoir forcément s'il est question d'extraterrestres ou pas. Voilà, si on est dans une espèce de mythologie et d'imagerie cliché de science-fiction autour des ovnis et on s'y dirige comme une révélation existentielle, on va dire, pour les personnages principaux, tu vois. Ouais, il y a un autre film qui est un de mes films fétiche, quand tu parles de révélation existentielle, c'est le film de Larry Cohen. Ouais, je pensais qu'on allait le citer. Si on dit le titre, le problème c'est qu'on spoil aussi justement, on vous dit le titre, c'est Meurtre sous contrôle, c'est Gold Told Me Too en anglais, hein, Dieu m'a dit de le faire, mais c'est vrai que en réalité là on vous spoil parce que c'est une révélation à la fin du film, mais c'est un film extraordinaire parce qu'on est à la fois dans une espèce d'enquête un peu crapoteuse dans les bas-fonds de New York, un côté presque un peu, tu sais, blaxploitation, polar de la 42e rue, et en même temps il y a de l'horreur et en même temps il y a du fantastique et il y a carrément une composante science-fiction avec des extraterrestres, avec un messie extraterrestre. Oui, absolument, joué par Richard Lynch, un acteur qui avait été défiguré parce qu'il avait voulu se suicider quand il était étudiant en s'arrosant d'essence, donc il a gardé un visage grêlé et qui jouait dans le sketch de Christophe Gans dans Necronomicon pour faire des raccourcis cinéphiliques. Donc voilà, ça aussi un film qu'on vous conseille. Alors en ce qui concerne Fire in the Sky, il y a une édition Blu-ray française qui est sortie au début de l'année, éditée chez Extra Lucide Film. Voilà, donc un petit coucou à Karine et Patrice de Extra Lucide qui seront les invités d'un prochain épisode de Bizarroïde très bientôt. Merci Christophe. De rien. Voilà, et je termine cet épisode en remerciant les autres animateurs et animatrices du bistrot, Fausto Fazulo, Romain Plourde, William Close, Clara Sebastiao qui a aussi participé à quelques émissions sur les dernières saisons, et bien évidemment François Cognard qui en plus de l'animation était en charge de la programmation des films sélectionnés dans le bistrot. Bien sûr tous les techniciens qui ont également participé à l'émission, l'équipe de Filmo, Nico Pratt et bien sûr Jean Olé Laprune qui était à l'initiative de l'émission il y a 15 ans. Voilà, donc merci à toute cette équipe. J'invite les auditrices et les auditeurs à découvrir ou à redécouvrir l'émission sur YouTube. Il y a au moins une centaine d'émissions disponibles
sur YouTube, donc espérons qu'elles resteront disponibles dans les années à venir, étant donné que c'est une émission qui ne traite pas d'actualité cinéma. C'est pas vraiment une émission qui est vouée à se démoder. Moi, en tout cas, c'est une émission qui a eu beaucoup d'importance dans ma cinéphilie et qui m'a donné envie justement de développer des projets comme Bizarroïd. Donc merci le bistrot. Hey, Mike! Travis, get out of there! Leave this son of a bitch here if he's gonna be an asshole! Travis, get back here! Travis!